Merci, à tout à l'heure. Vous ferez passer le micro? D'accord. Bon, bah, en tout cas, merci d'être venus si nombreux. Bonsoir. Alors, effectivement, j'ai accepté de présenter cette présentation. Je pensais que c'est un peu ambitieux quand même. C'est souvent un sujet très polémique, un sujet sur lequel j'imagine que vous avez des millions d'attentes. Alors voilà, on va simplifier tout de suite les choses. Je ne vais pas vous trouver des solutions miracles. L'objectif, c'est vraiment ensemble de réfléchir à ce que c'est le déni, à décrypter un petit peu les causes et les conséquences, et puis de voir effectivement comment on peut cheminer avec vos proches sur cette dimension-là. Alors voilà, moi je suis Dr Roussel, je suis psychiatre sur l'hôpital d'Annecy, et je m'occupe plus particulièrement d'un service de réhabilitation psychosociale, donc d'un lieu où effectivement on accueille des personnes stabilisées en sortie d'hospitalisation pour travailler sur leurs difficultés d'insertion et d'autonomisation, que ce soit effectivement sur un plan professionnel ou sur un plan du logement, ou effectivement dans des difficultés à faire avec la maladie. Et puis je suis aussi responsable de services d'accompagnement comme un SAMSA, des soins résidentiels et de l'accueil familial thérapeutique. Voilà. Et dans le cadre de mes fonctions sur la réhabilitation psychosociale, j'anime depuis un certain nombre d'années sur Grenoble et maintenant sur Annecy des groupes pro-famille, qui sont des groupes à destination des proches de personnes souffrant de schizophrénie, et pour lesquels effectivement on fait des formations assez longues, qui durent plusieurs années, avec des formations très denses, 14 séances de 4 heures, où on apprend effectivement aux familles à faire avec un certain nombre de symptômes, à mieux gérer, et puis du coup on verra qu'on a quelques techniques qui peuvent être intéressantes par rapport au déni. Sur un plan effectivement de l'organisation de la conférence, donc voilà, on est vraiment là pour être dans un moment interactif. Donc moi j'ai préparé une trame un peu de réflexion sur le déni. N'hésitez pas, voilà, à interpeller si vous avez des questions. Alors pour que ça reste quand même compréhensible, effectivement on va essayer de prendre des questions puis d'y répondre assez rapidement. Si après il y a des choses qu'il faut plus développer, on décalera peut-être la réponse à la fin de la présentation pour qu'on ne soit pas trop perdu au bout d'un moment dans tout ce qu'on va se dire. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des choses que vous avez, des témoignages que vous avez envie d'apporter, des questions qui se posent par rapport à un point précis, voilà, vous n'hésitez pas, on essaye de faire quelque chose qui soit interactif et qui soit intéressant pour vous. Alors du coup, voilà, on m'a demandé de parler de la question du déni. Pourquoi y a-t-il déni? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, dans ma formation, moi je suis très branchée troubles cognitifs, éducation thérapeutique, mais je vais commencer par vous parler de Freud. Ça m'a fait du bien de me replonger aussi un petit peu dans le début de mes études, parce que au tout début des actions que Freud a pu mettre en œuvre et de sa réflexion, il avait une phrase qui me paraissait être intéressante en introduction de notre propos, c'est que en créant la conscience, Dieu n'a fait qu'un travail bien inégal et négligé, car la plupart des hommes ne possèdent qu'une faible dose de conscience, si faible qu'on peut à peine en parler. Donc vous voyez que finalement on est tous concernés par le déni. Alors, du coup, déni, vous avez peut-être souvent entendu aussi d'autres termes, et notamment le terme d'insight. Parce que c'est quelque chose un gros mot que vous avez déjà entendu. Ouais. Alors du coup, on va essayer de réfléchir, est-ce qu'on parle de la même chose, est-ce que c'est différent, et puis finalement, quand on parle vraiment. Et notamment, je voulais un petit peu commencer avec vous à évoquer quels peuvent être les freins, quelles sont les raisons, justement, de la non-conscience du trouble. Et on va s'intéresser, on va cheminer ensemble sur quelle explication on peut trouver par rapport à ça dans le sens de la maladie. Et puis dans ce qu'on va appeler, nous, sur un plan plus technique en psychiatrie, le défaut d'insight. Alors du coup, pour commencer sur un plan, on va dire, un peu plus général et philosophique, qu'est-ce que c'est symboliquement qu'effectivement le déni? Ça prend quand même naissance dans le sens que l'on va donner à la maladie. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on est tous effectivement concernés, puisque à chaque fois qu'on est touché par une maladie, on va toujours avoir des questionnements qui vont être liés à la cause et au sens de l'apparition de cette maladie. On va toujours se demander pourquoi moi, ou alors pourquoi lui quand il s'agit d'un proche. On va se demander pourquoi est-ce que ça arrive maintenant. Voilà, toutes ces questions qui se posent quand il y a apparition d'une pathologie, a fortiori une pathologie plutôt chronique, c'est-à-dire qui va durer dans le temps. Et du coup, le malade, la personne qui va souffrir de cette pathologie, lui, il va édifier aussi ses propres théories
par rapport à justement ces questions, pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi maintenant, il va essayer effectivement d'édifier une théorie qui va essayer de rendre compte de ce qui se passe dans son corps, quelles sont les modifications dans son ressenti, qu'est-ce qui est en train de se modifier à cause de la maladie, quelles sont les relations justement entre ces organes, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on devient diabétique et que le pancréas ne régule plus le sucre dans le sang, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on a un cancer et qu'on va être empêché de respirer, pourquoi effectivement des fois on peut avoir une pathologie dans une zone de son corps et que ça peut avoir des conséquences dans d'autres zones, voilà, quels sont un petit peu tous ces liens qui se créent. On va essayer aussi de comprendre pourquoi on ressent un certain nombre de signes, de douleurs, de sensations particulières qui sont étrangères à ce qu'on connaissait avant. Et puis on va essayer de mettre un peu un sens sur les causes de la souffrance que l'on ressent. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'effectivement une personne va être confrontée à l'apparition d'une différence par rapport à son quotidien habituel, il y a tout ça effectivement qui va se mettre à l'œuvre, et ça se met aussi à l'œuvre dans les pathologies psychiatriques bien évidemment. Et le problème, c'est que vous voyez qu'à partir de ces phénomènes un petit peu corporels que la maladie va générer, on va se retrouver dans quelque chose peut-être un petit peu compliqué, parce que dans la médecine occidentale, vous avez vraiment deux choses qui s'opposent au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la maladie du médecin, hein, c'est-à-dire la maladie objective, avec un savoir très important, scientifique, hein, où du coup, en tant que médecin, je sais que quand on a telle maladie, on doit présenter tel et tel signe, on doit ressentir telle et telle chose, sur un plan théorique. Et puis il y a la maladie du malade, celle qu'on va définir comme étant plutôt subjective et profane, c'est-à-dire effectivement qui ne prend naissance que dans l'expérience propre de la personne. Donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les ressentis, etc. Et donc là, on va avoir un risque que la maladie du malade et la maladie du médecin ne se retrouvent pas forcément sur le même plan. Et du coup, souvent, effectivement, la vision que la personne va avoir de sa maladie va être objectivée comme une source d'obstacles pour la prise en charge thérapeutique. En tout cas, pour le médecin, ça va être une source, ça va être un obstacle, effectivement, parce que souvent, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, il y a beaucoup de psychiatres et puis de médecins qui ont théorisé là-dessus. Et du coup, notamment un grand penseur qui est Clayman, qui lui, du coup, a résumé un petit peu ça en utilisant les termes anglo-saxons qui sont parfois un petit peu plus basiques et plus simples. Vous savez, les Anglais, ils sont très, très simples dans la signification des mots. Et eux, ils définissent déjà clairement à la base, dans leur langage commun, cette différence. Parce qu'on parle effectivement de disease, c'est-à-dire la maladie, celle qui effectivement représente un processus de dysfonction sur un plan biologique ou psychologique. Donc là, on est vraiment sur cette fameuse définition médicale. Et puis il y a l'illness, c'est le fait d'être malade, c'est effectivement l'expérience psychosociale de la maladie et la signification que la personne va donner à cette maladie. Donc vous voyez que finalement, effectivement, déjà, il existe dans un certain nombre de langages cette dissociation entre la maladie du docteur et puis la maladie du malade. Et donc un certain nombre de symptômes de la maladie vont être modulés à travers l'expérience que la personne va avoir de sa propre maladie, de ses symptômes. Et du coup, ça va aussi expliquer un petit peu quels sont cet écart qui va se creuser entre le savoir scientifique et puis ce que la personne va rapporter, elle, de ses propres symptômes. Et du coup, alors, Clayman continue un petit peu dans ses modèles, et puis je trouvais intéressant qu'on y réfléchisse, c'est qu'il dit qu'en plus, à cette différence entre la maladie illness et puis la maladie disease, c'est-à-dire la maladie du patient et la maladie du malade, il va falloir aussi prendre en compte une autre dimension, qui est aussi celle du système de soins. C'est-à-dire, effectivement, tout le réseau de réponses aux problèmes qui vont être entraînés par la maladie. C'est-à-dire comment, effectivement, la société va répondre à la maladie, aux difficultés fonctionnelles qui vont être exprimées par la maladie, aux conséquences de la maladie pour la personne dans sa vie de tous les jours. Et donc, ce réseau de soins, il va se baser sur des croyances étiologiques, c'est-à-dire effectivement sur ce que l'on connaît de l'origine des maladies, sur un plan médical. Il va se baser sur les choix des traitements qu'on va pouvoir donner, et puis il va dépendre d'un certain nombre de facteurs historiques, environnementaux, économiques de la personne.
on est bien effectivement dans une dimension où finalement le ressenti de la personne va être confronté à la logique, on va dire, médicale, et tout ça va être filtré aussi par l'environnement dans lequel la personne évolue et par les croyances que l'on peut avoir par rapport à toutes ces problématiques. D'ailleurs, on voit bien qu'un certain nombre de maladies, notamment les maladies psychiques, ne sont pas forcément perçues dans la société de la même façon en fonction de la société dans laquelle on est. Il y a des sociétés beaucoup plus tolérantes, effectivement, aux expressions de folie. Voilà, par exemple, effectivement, dans les sociétés plutôt africaines, où on est effectivement moins à cheval sur le fait de rentrer dans un cadre, etc. Où du coup, parfois, effectivement, le traitement pour une même pathologie, parce que souvent, quand on parle des troubles psychiques, c'est assez universel. Hein. Il y a la schizophrénie, on dit que c'est 1% de la population, c'est 1% de la population mondiale. Il n'y a pas moins de schizophrènes en France qu'aux États-Unis ou qu'en Afrique, mais il n'y a pas effectivement la même tolérance ou la même façon effectivement de donner un sens un petit peu à ces symptômes. Donc on voit bien que du coup ça va modifier aussi la façon dont la personne va percevoir ses propres symptômes et dont on va aussi, nous, être proactif ou pas à agir sur un plan médical. Et donc ces théories, donc voilà, quand on a vu ces croyances, hein, cet environnement économique et social, il va s'appliquer dans plusieurs secteurs de soins, dans plusieurs secteurs de ce système de soins. Il y a ce qu'on appelle le secteur populaire, c'est-à-dire le lieu de l'automédication et de la prévention. Donc c'est là où effectivement, souvent vous avez, on va dire, le secteur, par exemple, scolaire, ou voilà, les environnements un petit peu institutionnalisés, mais qui ne sont pas médicaux, où il y a aussi, effectivement, un certain nombre de représentations et de croyances. Il y a le secteur professionnel, avec les professionnels de la santé, qui ont, eux, une façon dont ils vont s'occuper de la situation. Et puis, il y a le secteur traditionnel, qui est plutôt, voilà, formé par tout ce qui va être médecine un peu parallèle, ou voilà, ou la religion, ou les explications. Donc vous voyez, déjà, je voulais faire un peu cette introduction un peu fastidieuse pour vous montrer que le modèle explicatif de la maladie pour une personne, il va déjà avoir à la base, quand on ne souffre pas de troubles psychiques qui modifient son interprétation, on a déjà effectivement tout un tas de filtres qui va faire qu'on ne ressent pas une maladie de la même façon d'une personne à l'autre, par rapport effectivement à son expérience personnelle, par rapport à son environnement et par rapport effectivement au secteur dans lequel effectivement on a choisi de puiser un petit peu ses connaissances. Si c'est, il y a des personnes qui sont très attachées effectivement à l'explication scientifique et qui vont s'accrocher effectivement à ces explications sur un plan de leur ressenti. Il y a des personnes qui effectivement vont se tourner vers plutôt la religion ou plutôt des médecines parallèles de type médecine chinoise, des choses comme ça, et qui vont avoir voilà, besoin effectivement de ce modèle explicatif, et puis d'autres effectivement qui vont plutôt se tourner vers l'environnement social dans lequel ils sont et qui vont se trouver effectivement rassurés par des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui peuvent voilà, les aider dans la compréhension de leur maladie. Et donc tout ce modèle explicatif dont je viens de vous parler, on a encore du coup à chaque fois un autre degré d'interprétation qui est que ce modèle-là, avec tous les domaines qu'on vient d'aborder ensemble, il est valable pour le malade, pour la personne qui souffre, mais il y a le même phénomène qui se produit pour ses proches. C'est-à-dire quand on est un proche d'une personne qui souffre d'un trouble, d'une maladie chronique, on va nous aussi avoir notre propre interprétation de pourquoi il est malade, pourquoi effectivement ça se passe comme ça, quel serait le meilleur traitement et la meilleure façon d'expliquer les symptômes, etc. Et puis il va avoir les explications médicales. Donc il va falloir combiner un petit peu tout ça. Et donc on va devoir effectivement, ce qu'on appelle le modèle explicatif, ça va être comment on va arriver à négocier quelque chose entre les modèles explicatifs de tout le monde. Et souvent, effectivement, plus la personne présente un trouble psychiatrique dans lequel le déni s'exprime, plus effectivement les modèles entre le modèle de la personne, le modèle médical et le modèle familial vont être éloignés, et plus effectivement la négociation, le dialogue pour permettre effectivement de parler de la même chose, j'ai envie de dire, va être long et complexe. Et donc du coup, il va falloir s'intéresser à quel modèle explicatif la personne va donner pour pouvoir peut-être se rapprocher au plus près des explications dont elle aura besoin pour pouvoir ensuite adhérer au projet de soins tel qu'on peut le penser sur un plan médical
et sur un plan de l'environnement familial. Donc comme je vous disais, du coup, la relation entre le thérapeute et le malade, ça va être une négociation entre le modèle explicatif de la personne et le modèle explicatif du médecin. Et tout l'objectif, effectivement, des premières, de l'alliance thérapeutique, donc ce qu'on va essayer de construire avec la personne malade, ça va être effectivement d'essayer d'analyser la maladie dans ses termes à elle, pour bien comprendre de quoi on parle, d'essayer de modifier son modèle d'interprétation en essayant de l'aider à s'approprier un certain nombre de concepts sans forcément qu'elle renonce à son modèle explicatif à elle, parce qu'on voit bien qu'effectivement, sinon, on sera trop dans une notion un petit peu comme ça de conflit. Et on essaiera aussi d'être vigilant, comme je vous le disais, à la différence de modèle explicatif, également entre le proche et la famille, parce que ça donne une troisième carte sur laquelle il faut aussi pouvoir jouer, parce que du coup, ça veut dire que la négociation, elle se fait entre le thérapeute et le malade, entre le malade et sa famille, et puis entre le malade et la famille et le thérapeute. Donc, finalement, on a une triangulation là qu'il va falloir prendre en compte. C'est pas toujours facile. C'est encore plus complexe à mettre en place quand on est pris dans des moments très émotionnels, parce que là, moi, ce que je vous dis, c'est quelque chose de très factuel. Hein. On est assis autour ensemble aujourd'hui, et puis on est sur un mode très théorique, mais quand on rentre en compte l'affect, les émotions fortes, etc., tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant en introduction qu'on se rappelle qu'à la base, c'est quand même, voilà, la psychiatrie n'est pas une bête étrange par rapport à la médecine, c'est valable, effectivement, ces concepts de modèle explicatif, c'est des choses qui sont valables pour l'ensemble des pathologies à partir du moment où elles sont chroniques et à partir du moment où elles vont modifier un certain nombre de ressentis chez la personne et surtout avoir des conséquences sur le plan fonctionnel pour les personnes. Alors, du coup, en psychiatrie, il y a quand même un certain nombre de particularités. Vous allez me dire, sinon, on parlerait de déni dans toutes les pathologies, mais je fais un petit complément d'information par rapport à ça. Mais vous savez, actuellement, sur un plan médical, il y a de plus en plus de développement de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, notamment c'est le diabète qui a été un très très grand modèle par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait beau expliquer aux diabétiques qu'il n'avait pas assez d'insuline et qu'il fallait qu'il prenne de l'insuline pour que sa glycémie soit régulée, c'est pas pour ça qu'il prenait correctement son traitement. Et donc on s'est rendu compte que finalement l'explication pure de la maladie, ça suffisait pas. Et du coup, les diabétologues ont mis en place tout un processus où justement, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est comment on aide la personne à s'approprier un certain nombre de concepts médicaux, mais qui sont des choses pour lesquelles elle est OK de réfléchir, pour pouvoir qu'elle modifie suffisamment son comportement pour avoir un certain nombre de bénéfices par rapport à sa maladie. Mais c'est aussi l'idée qu'on va renoncer à un certain nombre d'objectifs de prise en charge parfaite d'un certain nombre de symptômes de la maladie. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre sur un plan médical, ça veut dire qu'il faut qu'on renonce à un idéal de soins. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte en diabétologie que c'était beaucoup plus efficace de négocier des petits points, et qu'au fur et à mesure, quand ces petits points pouvaient s'installer comme des choses un peu acquises, on pouvait au fur et à mesure avancer sur d'autres points, que d'essayer effectivement d'expliquer sur un plan théorique à des personnes qui intellectuellement comprenaient très bien, hein, mais qui effectivement avaient besoin de confronter cette théorie à ce qu'elles ressentaient elles-mêmes. Et c'est vrai que moi je trouve le modèle du diabète toujours très intéressant parce que c'est évident que ça se rapproche beaucoup de la psychiatrie, parce que quand vous êtes diabétique, au tout début vous ne ressentez pas. À part effectivement peut-être les moments de décompensation où vous avez fait des grosses hypoglycémies ou des choses comme ça, mais dans le quotidien, c'est pas une maladie qui est gênante. Par contre, petit à petit, ça grignote vos vaisseaux, et puis au bout de 30 ans, vous finissez aveugle, amputé, etc. etc. Mais là, les personnes, on avait beau leur montrer des photos horribles d'amputation des doigts de pied, etc. Ça n'a jamais aidé les personnes à prendre leur traitement. Et expliquer que effectivement, c'est parce que le pancréas ne produit pas assez d'insuline, ça n'aide pas non plus les personnes à prendre leur traitement. Alors si, peut-être une journée, mais après, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est quand prendre le traitement et comprendre un certain nombre de choses liées à la maladie fait sens dans son quotidien et a un intérêt pour la personne.
Et donc souvent on essaie de décortiquer et on finit par s'apercevoir pour les diabétiques que si, il y a quand même des petites gênes au quotidien, il y a des sueurs, il y a des... Voilà, et finalement en s'intéressant à ces petits points-là, qui ne sont pas des points médicaux hyper graves, on se rend compte qu'effectivement, du coup on vient peut-être un petit peu plus s'approcher de ce qui gêne la personne et puis de ses représentations à elle, de sa maladie, et du coup on génère une meilleure alliance. Et après, petit à petit, on peut effectivement essayer de transmettre d'autres messages. Et bien, en psychiatrie, on est vraiment sur cette même idée. Et du coup, depuis effectivement la diabéto, il y a tout un tas d'éducation thérapeutique qui se mettent en route, et pas que en psychiatrie. Maintenant, on en fait pour toutes les pathologies chroniques, les CEP, les personnes qui ont le sida, voilà, toutes les situations où il faut prendre un traitement tous les jours et où on n'a pas forcément des symptômes très très présents qui sont très gênants au quotidien. Et du coup, en psychiatrie, on a commencé un petit peu à s'intéresser à ces questions il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ça devient effectivement de plus en plus... ça passe, on va dire, un petit peu dans la prise en charge classique, de venir déjà interroger les personnes sur voilà, c'est quoi leur ressenti, c'est quoi leur plainte, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça, et qu'est-ce qu'on pourrait négocier avec les personnes pour que le traitement soit plus facilement accepté. Mais le problème, c'est que en psychiatrie, alors non seulement il faut négocier, alors on a déjà vu que quand on est en possession de tous ces moyens cognitifs, c'est déjà pas facile, mais en plus, on va rajouter un certain nombre de freins qui vont être liés aussi aux symptômes propres de la maladie, qui vont rajouter de la complexité dans la gestion du déni. Alors, notamment, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés qui sont liées à la maladie. Alors, je ne voulais pas, pour cette conférence, rentrer dans tous les détails des symptômes de la schizophrénie. On prendra un petit moment tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau. Mais vous savez du coup que globalement, voilà, dans la schizophrénie, il y a un certain nombre de symptômes qui sont très évidents et très connus, comme les délires, les hallucinations, qui sont des symptômes qui sont relativement faciles, entre guillemets. Alors, quand je dis ça, c'est toujours un tollé général, mais sur un plan médical, c'est un peu plus facile à gérer parce que les médicaments sont assez efficaces sur cette dimension-là, mais il y a tout un tas d'autres symptômes qui sont bien plus envahissants dans le quotidien et qui sont bien plus gênants par rapport à toutes ces dimensions-là sur un plan fonctionnel, c'est-à-dire dans ce que la personne va pouvoir faire au quotidien, mais également justement sur son appréhension de son propre ressenti. Et notamment, c'est ce qu'on appelle tous les facteurs subjectifs. C'est-à-dire que la personne donc, va présenter ce qu'on appelle des symptômes cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un symptôme cognitif ? Vous savez, la cognition, c'est tous les outils du cerveau qu'on utilise pour pouvoir fonctionner correctement. C'est la mémoire, c'est l'attention, c'est la concentration, c'est la capacité à pouvoir avoir une certaine flexibilité mentale, c'est-à-dire passer d'un sujet à l'autre, la capacité à pouvoir s'adapter, la capacité à pouvoir mettre en mémoire un certain nombre d'expériences pour pouvoir s'en servir après. Donc le cerveau, il utilise en permanence tous ces outils. Et malheureusement, dans la schizophrénie notamment, mais ça se retrouve aussi dans un certain nombre d'autres pathologies, type trouble bipolaire, etc., ces outils du cerveau, ils existent, mais ils sont mal utilisés. On verra tout à l'heure que c'est lié effectivement à ce qu'on appelle dans notre jargon une disconnectivité neurobiologique, c'est-à-dire qu'il y a des aires du cerveau qui ne fonctionnent pas de façon optimale les unes avec les autres. Et du coup, ça génère effectivement un certain nombre de difficultés de concentration, de mémorisation, un certain nombre de difficultés à rappeler en mémoire des souvenirs anciens. Et du coup, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés à se rendre compte effectivement de leurs difficultés parce que, par exemple, elles ont du mal à intégrer un certain nombre d'informations. Elles ont du mal à prendre en compte un certain nombre d'éléments dans leur environnement. Parce qu'elles ont du mal à se concentrer ou elles sont très distractives. Donc du coup, elles ont du mal effectivement à prendre en compte tous les éléments qui sont autour de nous, dont on a besoin effectivement pour organiser un petit peu notre pensée et puis discuter avec une personne, par exemple. Elles vont avoir tendance à avoir des conclusions un peu hâtives. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'elles vont... comme elles ont peu accès à leur mémoire expérientielle, elles ne vont pas pouvoir se rappeler quand effectivement il y a une situation qui s'est mal passée que effectivement la dernière fois c'était mal passé, il ne fallait pas faire comme ça. Donc elles vont avoir tendance à répéter un certain nombre de situations parce qu'elles ne pourront pas engranger en mémoire l'expérience négative. Et puis elles vont aussi avoir tendance à, comme je vous le disais, pas prendre en compte le contexte et des fois se servir que d'un seul élément pour aller à une conclusion.
Et donc parfois, du coup, il y a des interprétations un peu erronées, parce que souvent, effectivement, nous, quand on a une première impression, quand on discute avec quelqu'un, et par exemple, vous vous sentez un peu en difficulté, parce que vous avez l'impression que la personne n'est pas super intéressée par ce que vous dites, avant de commencer à lui dire des choses pas très sympathiques en retour, vous allez peut-être essayer d'évaluer un petit peu d'autres éléments. Est-ce qu'elle a l'air de sourire? Est-ce qu'elle a l'air de manifester des signes physiques qu'elle s'ennuie? Ou est-ce qu'elle tourne la tête? Voilà, ou est-ce que c'est déjà quelqu'un avec qui vous avez discuté et que déjà la dernière fois, elle n'avait pas l'air d'être très intéressée par ce que vous racontez? Donc vous allez prendre le temps d'essayer de confirmer un peu votre première impression. Dans les troubles schizophréniques, une des difficultés, c'est ça, c'est qu'en général, les personnes font des sauts aux conclusions, c'est-à-dire d'un élément, elles tirent une conclusion et du coup, elles interprètent mal. Et du coup, ça génère effectivement peu de remise en question. Donc vous voyez que, du coup, venir un petit peu interpréter un certain nombre de symptômes, quand on présente ces troubles cognitifs et qu'on a du mal à évaluer l'environnement autour de soi et donc à évaluer les conséquences de ces comportements correctement par rapport à l'environnement, ça va gêner effectivement les discussions qu'on va pouvoir avoir, parce que ça va venir donner, on va dire, un élément supplémentaire de différence entre le modèle explicatif qu'on va pouvoir avoir nous et le modèle explicatif que la personne, elle, va avoir de sa propre pathologie. Et puis vous avez aussi tout un tas de difficultés qui sont souvent liées à ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui l'internalisation de la stigmatisation. C'est-à-dire que les pathologies psychiatriques sont quand même des pathologies qui sont sévères, qui sont très peu connues du grand public, qui sont très stigmatisées. Et du coup, souvent, les personnes vont avoir une tendance, effectivement, à inconsciemment intégrer ce qu'on appelle l'identité malade. Et elles vont avoir, de toute façon, l'idée qu'il n'y a pas besoin de changer, parce que de toute façon, on ne peut pas changer. C'est comme ça, vous voyez, l'environnement nous présente de telle ou telle façon, donc on intègre qu'il n'y a pas tellement de motivation à vouloir changer, parce qu'à l'extérieur, on n'acceptera pas forcément mieux les choses. Donc je vous le dis quand même, parce que c'est une dimension qui, en plus des modèles explicatifs, des ressentis, des difficultés à interpréter correctement un certain nombre d'éléments du contexte et des ressentis, c'est vrai que parfois aussi les personnes ont peu de motivation à changer la façon de voir les choses, parce qu'elles ont un peu l'impression que en face, de toute façon, ça ne changera rien. Il y a vraiment, effectivement... Souvent, les personnes, quand elles vont mieux, peuvent nous dire à quel point c'est déprimant d'avoir toujours l'impression qu'on a beau essayer de faire des efforts, ces efforts ne sont pas reconnus. Alors souvent, c'est le cas aussi, parce que, comme vous le savez certainement, à faire un certain nombre de choses quand on souffre de troubles schizophréniques notamment, et quand on a un certain nombre de difficultés sur le plan cognitif, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'efforts pour se concentrer, c'est beaucoup plus fastidieux. Se concentrer longtemps, ça demande beaucoup d'énergie, mémoriser des choses, suivre une conversation, prendre en compte tous ces éléments. C'est des choses qu'on fait très naturellement, nous, qui demandent un effort quand on a des outils du cerveau qui sont mal utilisés. Et du coup, c'est vrai que souvent, les personnes dépensent une énergie extrêmement importante pour des résultats qui sont très minimes. Et c'est vrai qu'elles sont souvent peu valorisées pour ces résultats-là. Et du coup, elles intègrent l'idée que finalement, ça ne vaut pas le coup de changer. Donc on est encore effectivement dans ces dimensions de modèle explicatif qui évoluent, parce que quand vous avez du mal, effectivement, quand vous avez votre propre représentation de ce qui vous arrive, avec votre culture, avec tous vos ressentis, quand en plus ces ressentis ils sont peut-être un peu biaisés par un certain nombre de difficultés cognitives, et qu'en plus vous avez des fois essayé de faire évoluer les choses et qu'il n'y a pas eu de résultat positif derrière, on voit bien qu'effectivement tous ces phénomènes-là, ils s'accumulent pour que la personne n'ait pas forcément énormément de motivation à aller changer sa façon de voir les choses. Alors, du coup, voilà, pour résumer un petit peu ces difficultés, nous, du coup, en psychiatrie, on a beaucoup intégré cette notion d'insight comme étant donc cette non-reconnaissance du trouble comme quelque chose qui est lié aux symptômes de la maladie. Donc, c'est considéré comme un symptôme princeps de la maladie. Alors, quand on parle d'insight, on parle effectivement de quelque chose d'assez précis. C'est effectivement un mot assez populaire, qui vient de la langue anglaise, bien sûr, qu'on peut traduire par les termes perspicacité, clairvoyance, lucidité. Alors, c'est une signification qui est quand même beaucoup plus large
que la simple définition de conscience de la maladie, hein, et notamment ce qu'on aimerait nous pouvoir traduire peut-être en français de façon un peu plus optimale, ce serait l'intuition, c'est-à-dire voir en soi-même. La capacité d'insight, c'est la capacité intuitive de pouvoir reconnaître de façon objective ses propres symptômes. C'est une dimension fondamentale qui est souvent effectivement un des éléments qui signe la gravité du symptôme. Et c'est un fort enjeu thérapeutique parce que cet insight, donc cette intuition d'être malade ou pas, ça va être très lié à l'alliance thérapeutique qu'on va pouvoir obtenir avec la personne et à l'observance thérapeutique, donc finalement aux soins. Donc je disais, c'est fondamental dans la notion de gravité, parce qu'effectivement, en psychiatrie, comme dans n'importe quelle pathologie médicale, vous avez des degrés de sévérité des pathologies. Hein. Voilà, et vous avez, comme si on continue avec l'exemple du diabète, il y a des personnes qui souffrent de diabète qui ont juste besoin de faire un régime, et d'autres qui finalement arrivent à devoir avoir des pompes à insuline, parce que malgré effectivement tous les efforts qui sont faits par elles et par les médecins, il n'y a pas de possibilité de stabilité suffisamment, de stabilisation suffisamment importante de la glycémie. En psychiatrie, on est quand même sur ces mêmes modèles, hein, c'est-à-dire qu'il y a des troubles schizophréniques, ou des troubles bipolaires, ou des troubles, ou des TOC qui sont certains peu graves, entre guillemets, hein, on est d'accord, enfin, qui sont peu sévères, sur lesquels effectivement une prise en charge, un traitement peut être facilement mis en place, et donc une amélioration clinique peut arriver de façon assez importante. Et puis vous avez des troubles qui sont très sévères, pour lesquels effectivement on aura beau mettre en place un certain nombre de thérapeutiques, on n'arrivera pas à apaiser suffisamment les symptômes. Et souvent, effectivement, plus le défaut d'insight est important, et plus effectivement ça signe que la maladie est plutôt sur ce degré de sévérité-là. Du coup, c'est pas super encourageant. J'espère que je ne vous ai pas trop plombé tout de suite. Mais voilà, on va voir que malgré tout, on peut faire quand même un certain nombre de choses par rapport à ça. Alors, l'insight, c'est un gros mot, mais ça fait depuis le début de la psychiatrie qu'on sait qu'effectivement, il y a des patients qui ont un certain nombre de symptômes de type déni et d'autres qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, il y a plusieurs générations, dans ce qu'on appelait les aliénistes à l'époque et les psychiatres français, qui ont abordé ces problématiques de conscience, notamment des grands psychiatres dont vous avez certainement entendu le nom. Alors c'est souvent les noms des pavillons d'hospitalisation, Esquirol, Pinel, etc. Donc avec des débats qui sont rapportés comme des débats extrêmement passionnés dans les assemblées de médecins. Et notamment Esquirol, dans les années déjà, vous voyez, 1838, disait qu'il avait observé, lui, qu'alors à l'époque on parlait des patients comme des aliénés, c'était le terme effectivement consacré, puisque les médecins étaient des aliénistes. Il disait que les aliénés conservaient souvent le sentiment de son état, donc il différenciait déjà, à l'époque, malgré les traitements, des personnes qui avaient conscience de leur état et d'autres qui ne l'avaient pas. Et il avait notamment observé que dans les monomanies affectives, alors ce qu'on appellerait aujourd'hui par exemple les troubles bipolaires, où le raisonnement, les personnes peuvent avoir des délires qui sont très partiels, puisque parfois ils font des actions, ils tiennent des propos bizarres, singuliers, absurdes, qu'ils reconnaissent pour tels et qu'ils blâment. Et parmi ces malades, les uns sont turbulents, insociables, et les autres connaissent parfaitement bien leur état, en discutent de façon pertinente et désirent s'en délivrer. Donc vous voyez, déjà, effectivement, depuis l'origine des temps, on a toujours eu des situations où il y avait des dénis qui étaient très présents, et des situations où le déni l'était beaucoup moins. Alors aujourd'hui, effectivement, avec les traitements, on modifie quand même un certain nombre de ces degrés de gravité, mais on le verra tout à l'heure, les traitements sont quand même relativement peu efficaces sur ces symptômes cognitifs, et du coup, même si la personne est apaisée d'un certain nombre de symptômes qui peuvent majorer sa non-compréhension du trouble, il y a quand même quelque chose de très princeps à la maladie qui peut gêner la compréhension. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre, déjà si je suis trop rapide, si c'est trop compliqué ce que je vous raconte, si c'est un petit peu déprimant. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de souci, on s'interrompt et puis on en parle. Je voulais vous demander si votre micro... Voilà, il paraît qu'il faut faire comme ça. Oui, c'est ça. La capacité de reconnaître ses propres symptômes, c'est exclusivement chez l'adulte ou c'est possible chez l'adolescent? Alors, c'est, on va dire, à partir du moment où vous avez la maladie qui est en train de devenir active, ça peut se voir aussi effectivement chez l'adolescent, bien sûr. Et puis, on le verra tout à l'heure, c'est valable sur un certain nombre de pathologies.
Parce que c'est vrai que c'est très emblématique dans les troubles psychotiques, dans les schizophrénies, ce déni, pardon, mais on peut aussi le voir dans beaucoup de pathologies, et particulièrement, effectivement, dans ce qu'on appelle les troubles borderline, ou dans les addictions notamment, où du coup il y a un phénomène de déni qui est aussi constitué un peu de la même façon. Alors, du coup, le concept d'insight, il est intéressant parce que c'est là, justement, où même si la terminologie est un peu déprimante par rapport à ce que ça nous annonce des possibilités de traitement, finalement, comme c'est pas un concept unitaire mais qui est vraiment pluridimensionnel, si on l'étudie de façon un petit peu plus fine, on va trouver dans cette étude un certain nombre de pistes sur lesquelles on peut jouer. Parce qu'il y a plein de médecins qui ont théorisé un petit peu sur l'insight, et la plupart en fait disent qu'il n'y a pas un insight, mais qu'il y a plusieurs niveaux d'insight. C'est-à-dire qu'on peut avoir une conscience de la maladie partielle, complète, sur certains symptômes, à certains moments, de façon variable, et que c'est justement par rapport à ça que l'on peut essayer de tirer un petit peu des possibilités d'évolution par rapport à ces dimensions-là. Alors par exemple, un médecin qui s'appelait Michel, lui va distinguer plusieurs points. Ce qu'on appelle l'anosognosie. Alors l'anosognosie, c'est encore un super gros mot, c'est un concept vraiment neurologique qui est effectivement que quand c'est par exemple typique des accidents vasculaires cérébraux, quand vous avez une certaine zone du cerveau qui est lésée, c'est-à-dire qui effectivement ne fonctionne plus parce qu'elle n'a pas été irriguée pendant un certain temps, et ben la personne va n'avoir plus du tout conscience, parce que du coup la zone du cerveau qui représente cette partie de son corps ne va plus fonctionner, ne va plus avoir conscience d'un hémicorps. Et ce sont des personnes qui effectivement sont capables de vous demander, quand elles ont le coude posé sur la table, à qui est ce bras? Alors c'est leur bras. Parce que du coup la zone du cerveau où il y avait la représentation de cette partie du corps ne fonctionne plus. Donc on est vraiment effectivement sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas le trouble. Et il y a un certain nombre effectivement d'hypothèses sur le déni qui dit que effectivement c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que la personne n'a pas les outils nécessaires dans le cerveau pour se rendre compte que ces symptômes sont liés, sont des symptômes de maladie. Alors c'est une forme effectivement assez extrême. Alors il dit qu'effectivement il y a un certain nombre de situations de déni qui représentent un peu l'équivalent de cette anosognosie. Il nous dit que par contre il peut avoir parfois des degrés d'insight qui sont plutôt simplement une non-reconnaissance de la maladie. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être imaginer que s'il n'y a pas de reconnaissance de la maladie, il y a peut-être reconnaissance des symptômes, ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose de reconnaître qu'on est malade et puis de reconnaître qu'on a des ressentis particuliers. Il dit que parfois, effectivement, on peut aussi évoquer la perplexité, c'est-à-dire que la personne peut être simplement dans une phase où elle se pose des questions si c'est vrai ou pas ce qu'elle ressent. On peut avoir des personnes qui ont parfois simplement le sentiment d'être malade, mais qui n'ont pas de certitude. On peut avoir des personnes qui ont une conscience partielle de la maladie, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent un certain nombre de symptômes, mais pas tous. Ou des personnes, effectivement, qui ont des consciences pleines et entières, complètement en accord avec les observateurs. Ça existe. On a un certain nombre de personnes dans nos files actives qu'on accompagne, qui sont des personnes qui ont présenté un certain nombre de symptômes, qui sont capables de reconnaître que c'était lié à la maladie et qui sont capables de reconnaître quand ces symptômes reviennent. Alors effectivement, ce n'est pas forcément les personnes dont on parle le plus, parce que du coup, elles sont plutôt armées, et leur famille aussi, pour pouvoir réagir de façon active quand il y a besoin. Mais effectivement, c'est quand même des situations qui existent, donc c'est important de le noter. Après, on a d'autres théoriciens qui ont parlé plutôt de modèles un peu... qui donnent une explication de l'insight sur des modèles un peu différents. Donc, par exemple, on a le modèle psychodynamique, c'est-à-dire qu'on peut interpréter le déni comme étant un mécanisme de défense, c'est-à-dire je ne veux pas voir que je suis malade, donc je fais comme si ça n'existait pas. Donc ça, c'est un modèle qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire plutôt psychanalytique. Il y a des modèles neuropsychologiques, c'est ce que je vous disais, on parle effectivement de neurologie, on parle d'anosognosie, une partie du cerveau qui ne fonctionne pas. On a des modèles plus cliniques, c'est-à-dire où du coup l'insight va être interprété comme un symptôme de la maladie, donc il va falloir le traiter comme un symptôme. Et puis on a des modèles plutôt cognitifs où du coup l'insight serait lié à des mauvaises attributions et des mauvaises croyances par rapport aux maladies. Donc ça revient à ce qu'on se disait au tout début, qu'effectivement ça peut être aussi
le défaut d'insight peut être aussi lié à ces phénomènes d'interprétation par rapport effectivement à son propre environnement de la maladie. Et si on n'a pas les outils pour interpréter correctement l'environnement, on va peut-être interpréter à tort un certain nombre de situations et du coup se retrouver dans une situation de déni. Pas parce qu'effectivement on ne reconnaît pas être malade, mais parce qu'on n'a pas possibilité d'intégrer tous les éléments dans son environnement qui nous font signaux pour dire que ça ne va pas. Par exemple, vous, quand vous souffrez d'une pathologie, si vous avez de la fièvre, vous allez interpréter ça comme un signal de maladie. Ou si à un moment vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez plus vous lever le matin et que vous ne pouvez plus aller travailler, vous allez vous dire il y a quelque chose dans mon fonctionnement habituel qui a changé. Quand on a des troubles cognitifs et qu'on attribue un petit peu, qu'on attribue mal tous ces symptômes, ça peut être effectivement des fois mal interprété. On peut se dire, si j'arrive pas à me lever le matin, c'est parce que j'ai dû prendre un médicament qui m'a endormi la veille, ou on a essayé de m'empoisonner. Enfin, vous voyez comment après, du coup, tous ces éléments peuvent peuvent engendrer un certain nombre de symptômes délirants, parce qu'à la base, on n'a pas été capable d'interpréter correctement un phénomène de son quotidien. Et ces théories-là, elles sont intéressantes parce que du coup, je trouve qu'elles justement, elles donnent un petit peu de perspective par rapport à ce qu'on peut faire. Moi, j'aimerais avoir une précision, parce que je ne me le représente pas bien, sur le modèle clinique, l'insight comme symptôme. Alors, en fait, souvent, on a eu tendance pendant des années à interpréter l'insight comme plutôt un mécanisme de défense, c'est-à-dire il y a les symptômes, comme par exemple le délire, et comme le délire, c'est compliqué à vivre, les personnes sont dans le déni et préfèrent effectivement se dire qu'elles ne sont pas malades parce que c'est plus facile de tolérer qu'on n'est pas malade que de tolérer qu'on a des phénomènes hallucinatoires. Ça rejoint un petit peu la question du stigmatisation. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que le modèle explicatif comme étant un symptôme primaire, ce trouble cognitif, il est plus intéressant parce que ça veut dire que le défaut d'insight, c'est un symptôme de la maladie. Ce n'est pas une conséquence des symptômes de la maladie. Ça veut dire qu'on ne traite pas de la même façon. Parce que c'est pas la même chose qu'effectivement, comme je vous dis, que d'être confronté à une personne qui ne veut pas voir la réalité, où du coup on aura peut-être des techniques particulières pour aller travailler sur le déni, et puis d'être plutôt en face d'une personne pour laquelle c'est un vrai symptôme, et donc quand on dit vrai symptôme, c'est pas quelque chose de critiquable sur le coup. C'est exactement comme une hallucination chez une personne qui souffre de schizophrénie, quand elle voit quelque chose, quand elle entend... Effets spéciaux. Bon, vous voyez, ça fait vachement peur, on a tous entendu. Ça révèle. C'est une hallucination collective. Bon, ça ne concerne pas tout à fait mon exemple, parce qu'il aurait fallu que je sois la seule à l'entendre et que je sursaute pour vous montrer qu'effectivement, c'est quelque chose de réel. Donc les personnes, quand elles vivent un phénomène hallucinatoire, on ne peut pas être en face et leur dire « mais c'est pas vrai ». Parce que dans leur perception, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est une vraie production de leur cerveau. Bon. Et du coup, c'est un positionnement qui est différent quand on va essayer de traiter ces phénomènes d'insight. Et du coup, on voit qu'on ne va pas pouvoir appliquer les mêmes méthodes que si on a un autre modèle explicatif. Donc, du coup, c'est intéressant tous ces concepts parce que ça permet effectivement de venir interroger finalement un certain nombre de certitudes qu'on aurait sur cette question du déni. Alors, je continue un petit peu mon exploration dans les hypothèses par rapport au déni. Il y a d'autres théoriciens qui ont dit qu'effectivement, le déni, ça pouvait par exemple être une inaptitude à reconnaître comme tel un certain nombre de symptômes. C'est-à-dire qu'on perçoit un certain nombre de signes, mais on ne reconnaît pas que ce sont des signes qui sont anormaux par rapport à la réalité. On est déjà sur un degré un peu différent, parce qu'il y a une vraie perception, la perception réelle de ce qui se passe, mais on a... Allô. Parole. Ah pardon, excusez-moi. Je lève la main depuis tout à l'heure. Voilà, je suis au niveau des troubles psychiques dans toute la France, dans tous les groupes de recherche, dans tous les départements, et j'étais à Lille au congrès international en santé mentale. Donc la conclusion de tous les gens qui étaient présents, il y avait tous les groupes du monde, c'était il y a 4 jours à Lille, c'est que ça va être un peu dur pour tout le monde, hein, mais il faut écouter. C'est la culpabilisation et la non-écoute des médecins qui maintient les gens dans le déni. Vous vous rendez compte, je ne pourrai pas vous récupérer si on arrête le traitement. D'où ils transmettent leur peur aux patients, qui restent donc dans le déni car les patients ne sont pas écoutés, ne sont pas aidés dans leur chemin de vie.
Le déni, c'est un mode donc de protection pour continuer à avancer avec tout cet entourage qui ne comprend pas la personne, d'où elle n'existe pas, sauf du coup dans l'hyperactivité, soit professionnelle, culturelle, dans la foi, hallucination. Donc un bipolaire, si on continue, il va évoluer vers la schizophrénie, voire l'épilepsie, car le cerveau reste en stress continu. Voilà, c'est la conclusion de l'OMS de cette semaine. Bon, dis donc je replie mes affaires et puis je m'en vais. Alors, bon. C'est difficile de rebondir. Je pense que vous auriez peut-être dû commencer par ça. Parce que je vais avoir du mal à savoir un peu comment continuer mon exposé, parce que si tout est de ma faute, ça va être compliqué. Mais du coup, je trouve ça intéressant quand même, parce que justement, quand j'essaye d'expliquer qu'il y a plusieurs hypothèses par rapport au déni, c'est justement aussi pour se dire que c'est compliqué d'avoir vraiment une hypothèse qui soit pleine et entière. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction, je crois que du coup c'était intéressant qu'on se base un peu là-dessus, c'est qu'il y a des phénomènes d'interprétation de la maladie qui sont vraiment liés aux aux croyances personnelles de chacun. Et effectivement, je pense qu'on peut être confronté à une situation où la croyance du médecin en face est réellement qu'effectivement, il n'y a qu'un seul modèle explicatif qui est celui-ci, et où du coup, là, on voit bien que l'interaction va être extrêmement compliquée, et où là, effectivement, le suivi, s'il se passe de cette façon-là, c'est-à-dire sur une relation descendante, c'est-à-dire je sais et vous devez faire comme je vous dis parce que sinon ça va mal se passer, forcément on ne sera pas du tout dans cette fameuse négociation dont je parlais initialement, et du coup on voit bien qu'effectivement on ne va pas pouvoir convaincre la personne de modifier un tout petit peu son schéma explicatif si nous on est aussi rigide dans la façon dont on voit les choses. Donc c'est effectivement assez intéressant de se dire que c'est important, en tout cas quand on est, pour nous thérapeutes, et puis j'imagine aussi pour les proches, d'avoir cette souplesse de se dire que le déni peut avoir plusieurs origines, et notamment effectivement un certain nombre de difficultés sur un plan cognitif, de difficultés sur un plan de la stigmatisation de la maladie, et que il n'y a pas une explication pour chaque personne, et il n'y a pas du coup une façon unitaire d'accompagner les personnes dans la gestion de ce déni. Donc du coup c'est vrai que ça nécessite qu'on ait quand même ensemble réfléchi à toutes les hypothèses qu'on peut avoir par rapport à ces formes de déni, et qu'on puisse se dire, en interrogeant et en étant au plus proche de la personne avec qui, en tout cas sur un plan thérapeutique que je dois accompagner, et puis sur un plan familial avec qui je suis au quotidien, quelle est finalement l'hypothèse qui collerait le mieux à la personne avec qui vous êtes, pour pouvoir du coup savoir sur quel pied vous allez pouvoir danser avec cette question-là. Alors, du coup, je vais essayer de poursuivre un petit peu. Donc voilà, donc on disait effectivement qu'il peut avoir des hypothèses sur le fait que la personne peut être en difficulté pour reconnaître un certain nombre de ses symptômes, mais pas forcément tous. Peut avoir une mauvaise attribution de l'origine des symptômes. Il y a des fois des personnes qui reconnaissent leurs symptômes comme en tant que tels. Des personnes on a souvent nous des jeunes patients qui nous parlent assez volontiers et de façon assez franche de leurs hallucinations, en employant le terme hallucination. J'ai des voix, ça me gêne, c'est effectivement extrêmement envahissant, mais par contre qui vont être incapables de reconnaître que ce phénomène hallucinatoire, il est lié à une maladie, et qui vont en faire une interprétation différente. Vous voyez, donc on n'est pas effectivement, c'est pas impossible d'avoir une reconnaissance partielle, d'avoir un insight partiel. Alors parfois, effectivement, la personne va pouvoir intégrer un certain nombre de connaissances qu'on va leur donner, mais elles ne vont pas pouvoir les restituer de façon adaptée, parce qu'avec les troubles cognitifs, elles vont parfois avoir du mal à passer d'une hypothèse à l'autre, à prendre en compte les éléments du contexte, à se concentrer suffisamment longtemps pour pouvoir dérouler leur mode de pensée. Donc on peut aussi avoir des personnes qui intellectuellement ont bien compris, mais qui vont avoir du mal à le restituer quand elles en parlent, par exemple, ou qui du coup vont parfois se retrouver dans des situations où elles peuvent donner l'apparence d'une certaine forme de déni, parce qu'elles expliquent mal les choses aussi, parce qu'elles les rendent mal. C'est aussi quelque chose qui, pourquoi pas, peut se voir. Et puis des fois, effectivement, la personne, du coup, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur le fait du stress permanent. Parfois, la personne va aussi se retrouver un peu bloquée
par des situations de stress, et ça on l'a déjà tous expérimenté dans notre vie, hein, quand on est dans une situation de stress, on raisonne de façon beaucoup moins logique qu'habituellement. Et bien il se trouve que dans la schizophrénie, et en tout cas dans un certain nombre de pathologies psychiatriques, mais notamment dans la schizophrénie, la gestion du stress est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la zone du cerveau qui régule effectivement la gestion des émotions est une zone qui est altérée par la maladie. Du coup, cette zone dysfonctionne assez régulièrement, et du coup la personne va subir de plein fouet tous les assauts du stress, un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire 10 fois plus que tout à chacun. Et du coup, effectivement, il est possible que les personnes soient régulièrement en situation de stress un peu chronique. Parce qu'effectivement, on le voit bien, dans la vie de tous les jours, on est très régulièrement confronté au stress. Et des fois, on est plusieurs fois dans la journée confronté à plusieurs stress différents. Et ça demande effectivement une certaine adaptation. Des fois, on arrive, des fois, on n'y arrive pas. Et quand en permanence, effectivement, on vit des stress forts, ça devient très compliqué, et puis c'est très coûteux en énergie que de s'adapter à ces situations de stress. Donc les personnes peuvent parfois avoir toutes les capacités, effectivement, à reconnaître leurs difficultés, mais être tellement dans une situation permanente de stress qu'elles en perdent les moyens de raisonnement, j'ai envie de dire, classiques. Donc ça peut aussi être des explications, donc c'est pour ça que quand on fait un petit peu une évaluation globale de qu'est-ce qui pourrait freiner par rapport à cette compréhension de la maladie, c'est important de prendre en compte cette dimension-là de la gestion du stress et de la gestion des émotions. Et puis parfois, effectivement, on a des personnes qui, par exemple, c'est un peu le cas dans l'addiction, sont très fortes sur un plan théorique, ont bien compris comment ça se passait, mais sont pas en capacité de mettre en œuvre. C'est-à-dire la fonction cognitive, qui est celle qu'on appelle la fonction exécutive, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre une action qu'on a décidée, c'est-à-dire de se motiver à faire quelque chose et puis d'aller jusqu'au bout, et bien cette fonction-là, si elle est défaillante, vous avez beau avoir toute la théorie que vous voulez, la mise en pratique, elle va être compliquée. Et ça, peut-être, c'est des choses que vous avez pu expérimenter au quotidien, où du coup, on voit des fois, souvent d'ailleurs, c'est des plaintes que les familles nous rapportent souvent, il dit qu'il va faire quelque chose, mais il ne le fait pas. Et ça, effectivement, c'est vraiment lié à ce défaut d'initiative, qui est vraiment un vrai problème sur un plan cognitif, hein, parce que c'est la zone du cerveau qui régule l'action, qui est dérégulée, on va dire, hein, qui dysfonctionne, et qui fait que les personnes arrivent à mentaliser ce qu'elles devraient faire, arrivent à trouver pourquoi elles devraient faire un certain nombre de choses, mais quand il s'agit de mettre le starter pour initier l'action, ça ne marche pas. Et là, du coup, c'est tout l'intérêt d'un certain nombre d'accompagnements, où du coup, par exemple, les services d'accompagnement où je travaille, hein, sur un SAMSA, c'est l'objectif de notre accompagnement, c'est qu'on aide les personnes à initier le mouvement, à initier de faire leurs courses, à initier de sortir pour aller faire telle et telle chose, et c'est aussi tout le travail qui peut être fait sur les réentraînements, par exemple comme dans les ESAT ou des choses comme ça, où on aide les personnes à se remobiliser. Alors, heureusement pour nous, le cerveau est quand même assez plastique, et donc on voit que quand on répète un certain nombre de fois des situations, quand on s'entraîne à mettre en œuvre un certain nombre de choses, ça prend du temps, mais on peut réacquérir un certain nombre d'automatismes, donc ça permet effectivement d'aider les personnes. Mais voilà, ça peut aussi, l'insight, être dans ces dimensions-là de je sais, mais j'arrive pas à mettre en pratique. Et puis pour finir sur toutes ces hypothèses, il y a vraiment effectivement une lecture que je peux que vous conseiller, hein, qui est le livre d'Amador. Amador, c'est un médecin américain qui lui-même effectivement a un frère qui souffre de schizophrénie et qui a beaucoup écrit sur comment faire prendre son traitement à un patient qui souffre de schizophrénie, et qui du coup explique bien tout le cheminement par lequel il est passé sur l'incompréhension par rapport à la maladie, le fait d'avoir insisté des années et des années pour que la personne prenne le traitement alors qu'elle ne le voulait pas, du coup les conflits que ça a pu générer, et puis comment progressivement il a adopté une autre approche différente et qui a fini par être plus bénéfique pour son frère, et qui a aidé son frère à aller mieux. Donc c'est assez intéressant, c'est assez facile à trouver, hein, dans toutes les librairies. Et lui, du coup, il parle vraiment du fait que la conscience et l'attribution des symptômes du trouble, elle est vraiment en fonction des représentations que la personne a de la maladie, dans son environnement culturel, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et qu'il y a un continuum dans l'insight, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, on peut passer par toutes ces phases aussi.
C'est pas quelque chose d'immuable, c'est pas quelque chose de figé, qu'on peut effectivement débuter avec un insight très important, quasiment de la nosognosie, et qu'on peut cheminer vers une évolution de cet insight, alors qui sera peut-être que partiel, hein, mais déjà, si on arrive à faire prendre conscience à la personne qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans le quotidien, et que si effectivement le traitement peut améliorer ce dysfonctionnement, bah, ça permet à la personne d'avoir plus de satisfaction dans le quotidien, on a déjà bien avancé, même si la personne vous dira toujours « je ne suis pas malade ». Mais à la limite, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on a besoin, c'est que la personne se sente bien dans son quotidien, qu'elle puisse effectivement faire un certain nombre de choses qu'elle ne faisait plus avant, et que les relations avec l'environnement soient apaisées. Donc c'est du coup intéressant de pouvoir se dire, même si on a des situations d'insight très fermées, les choses peuvent évoluer progressivement. Et du coup, c'est très variable, hein, l'insight aussi, dans les manifestations, ça peut prendre l'aspect d'une désocialisation. C'est-à-dire que la personne présente effectivement une non-reconnaissance de son trouble et va donc s'isoler parce qu'elle a l'impression d'être comprise par personne. Ça peut être des personnes qui vont avoir des très grandes difficultés à exprimer leurs émotions. Voilà, ça peut aussi prendre tout un tas d'aspects divers et variés. Et la personne va parfois effectivement avoir du mal à tenir compte des informations qu'elle aura reçues. Et c'est pour ça que tous les programmes de psychoéducation sont vraiment à adapter au cas par cas. Parce qu'on voit bien que quand on fait des groupes globaux où on explique aux gens c'est quoi la maladie, ça n'a pas beaucoup d'effet. Parce qu'on n'a pas pris en compte tous ces dysfonctionnements. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand même, ce qu'on remarque sur un plan de la littérature scientifique, c'est qu'il y a quand même plus de 60% des personnes qui souffrent de schizophrénie, notamment, qui ont un vrai défaut d'insight. C'est-à-dire qui ont vraiment un défaut de reconnaissance de la maladie et des symptômes. Ça fait quand même plus d'une personne sur deux, mais à la fois, ça fait aussi plus de 40% des personnes qui ont accès à un certain degré d'insight suffisant pour pouvoir adhérer au protocole de soins. Alors, à la fois, ça fait beaucoup, mais en même temps, on se dit que ça peut être déjà intéressant d'avoir cette notion en tête. Et comme voilà, je vous ai du coup résumé sur cette diapositive un petit peu tout ce qu'on s'est dit, donc entre effectivement le phénomène défensif qui peut être effectivement je suis trop stressée, je préfère, voilà, j'arrive pas à tout gérer et je fais abstraction de tout ça, entre les phénomènes de raisonnement un peu approximatif où du coup la personne va mal utiliser tous les éléments du contexte, etc. et va interpréter un certain nombre de choses de façon erronée par rapport à ses symptômes, et puis le défaut de la nosognosie, c'est-à-dire le vrai défaut de reconnaissance des symptômes, du coup on va pouvoir effectivement avoir tout un panel de patients, de profils différents et de prises en charge qui peuvent être différentes. Alors l'insight, c'est pas que l'apanage par contre des troubles schizophréniques. Alors dans la schizophrénie, on parle de ce qu'on appelle nous dans notre jargon médical de symptômes discriminants, c'est-à-dire que ça veut dire que quand il y a un fort défaut d'insight, c'est quand même un signe très évocateur de la maladie. Enfin, ça permet effectivement d'orienter quand même le diagnostic. C'est une dimension, on l'a vu, qu'on rencontre quand même dans 60% des cas. Et malheureusement, je vous disais que c'est variable, mais c'est quand même la dimension la moins variable de tous les symptômes qu'on peut connaître dans la schizophrénie. Parce que comme je vous disais, il y a un certain nombre de symptômes sur lesquels on peut avoir une certaine prise par rapport aux médicaments. Hein. On peut atténuer des symptômes délirants, on peut atténuer des hallucinations, on peut remobiliser un petit peu les personnes, mais du coup sur l'insight, c'est un travail qui est beaucoup plus un travail de longue haleine. Mais on voit aussi, on voit aussi des troubles d'insight dans les troubles bipolaires. Alors c'est beaucoup moins étudié. Hein, c'est vrai que pendant des années, on pensait que les personnes qui souffraient... Alors le trouble bipolaire, tout le monde est familiarisé avec ce terme. Voilà, donc l'alternance de phase dépressive et de phase d'euphorie. Mais pendant des années, comme les personnes retrouvaient un certain équilibre entre les phases, on avait l'impression, certainement à tort, que finalement elles avaient une grande conscience du fait qu'elles souffraient d'un trouble. Aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même bien différent. Alors, l'atteinte, en tout cas le trouble d'insight, c'est-à-dire la non-reconnaissance du trouble, il est beaucoup plus fort dans ce qu'on appelle les phases maniaques, c'est-à-dire les phases d'agitation, d'euphorie, voilà, et notamment même dans ce qu'on appelle les manies non psychotiques.
Pour faire un petit peu simple, vous avez dans les phases maniaques, donc les phases d'agitation et d'euphorie du trouble bipolaire, il y a des manies où la personne est très exaltée, ne dort plus, est très agitée, mais ne présente pas de phénomène délirant. Et puis il y a des manies qui présentent des phénomènes délirants qui s'associent, et ce moment notamment toute une dimension un peu de mégalomanie, l'impression qu'on va pouvoir sauver le monde, qu'on a trouvé l'idée géniale qui va révolutionner la planète entière. Le défaut d'insight, il n'est pas présent que dans les manies délirantes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élément délirant qui fait qu'il y a une non-reconnaissance du symptôme. C'est intéressant parce que du coup ça permet qu'on dissocie un petit peu dans la schizophrénie le délire et l'insight. On voit bien que c'est pas forcément, c'est pas corrélé. C'est pas parce qu'on délire qu'on a forcément moins conscience de ses symptômes. Il y a aussi une non-conscience des symptômes, même dans la phase maniaque quand il n'y a pas d'élément délirant. Et pour le coup, par contre, ce qu'on constate, c'est que dans les troubles bipolaires, la difficulté à reconnaître la maladie, ça s'améliore un petit peu quand on sort de ces phases vraiment de grande décompensation maniaque. C'est peu altéré la capacité à reconnaître la maladie dans les phases dépressives. Alors par contre, ça s'aggrave au fur et à mesure que la dépression s'aggrave aussi. Et c'est pas rare, effectivement, en tout cas aux urgences, qu'on soit contraint à obliger des personnes en phase dépressive sévère à rester hospitalisées alors qu'elles ne reconnaissent pas la gravité de leurs symptômes. Donc c'est des personnes effectivement qui sont amenées par leur famille, qui sont extrêmement inquiets parce que la personne tient des propos très très suicidaires ou est complètement sidérée, ne bouge plus, ne mange plus, ne fait plus rien, et la personne va vous dire mais non, je ne vais pas si mal que ça. Donc on voit bien que c'est plus quand même le degré de dépression est sévère, plus c'est difficile de reconnaître les symptômes. Et par contre, du coup, ce défaut d'insight, donc la difficulté de reconnaître la maladie, c'est très corrélé, c'est-à-dire qu'il y a un lien fort avec la non-compliance, c'est-à-dire avec la non-prise de traitement dans le trouble bipolaire, avec les tentatives de suicide qui sont plus fréquentes chez les personnes qui ne reconnaissent pas souffrir de ce trouble, et avec un certain nombre de symptômes consécutifs des phases maniaques, comme les dettes, les choses où les personnes se mettent vraiment en grande difficulté. L'insight dans le trouble bipolaire, il est plus variable parce que ce qu'on constate quand même dans les études, c'est que quand on arrive à stabiliser les personnes avec ce qu'on appelle des phases d'euthymie, c'est-à-dire où elles ont une humeur qui est stable, qui n'est pas trop haute ou trop basse, quand cette euthymie dure longtemps, l'insight s'améliore. Mais l'euthymie, c'est que s'il y a un traitement ou ça peut aussi... Le traitement, il favorise la durée de l'euthymie, on va dire. La maladie, le trouble bipolaire, c'est une maladie qui évolue pour son propre compte et en général, après chaque phase maniaque, la situation s'apaise d'elle-même. Enfin, si on est sur un mode observationnel pur, vous avez une phase maniaque qui va durer plusieurs semaines et qui va s'atténuer et la personne va retrouver un état normal. Après, sur un plan éthique, c'est compliqué d'imaginer qu'on va laisser une personne s'agiter, ne pas dormir pendant des semaines, se mettre en difficulté relationnelle, etc., etc. Mais donc du coup, l'objectif du traitement, c'est de limiter les variations et de prolonger du coup cet état d'euthymie et donc de favoriser la reprise de la conscience de la maladie. On voit aussi des défauts d'insight dans les troubles anxieux, et notamment dans ce qu'on appelle les attaques de panique. Vous savez, quand les personnes font des grandes crises d'angoisse très aiguës, et souvent d'ailleurs les personnes, quand elles ont manifesté ces crises d'angoisse, elles ne se rappellent pas de ce qui s'est passé. Et donc elles vont souvent du coup présenter une forme de déni, parce que voilà, elles ne se rappellent pas qu'elles ont été en phase de crise, qu'elles se sont comportées de telle ou telle façon, qu'elles ont hurlé, qu'elles ont fui, etc., etc. Donc effectivement, déjà vous voyez que quand l'émotion est là, ça génère encore plus de difficultés à se rendre compte. Et puis c'est très présent dans les troubles obsessionnels compulsifs également, ce défaut de reconnaissance de la maladie, qui serait lié quand même à une certaine adhérence à des croyances irréalistes, justement que la personne, notamment sous ces phénomènes un peu de compulsion, et puis de ces idéations sur lesquelles on est en train de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de troubles cognitifs associés aux troubles obsessionnels compulsifs qui font que la personne peut avoir un peu ce fameux raisonnement altéré, avec une non prise en compte correcte de tous les éléments de l'environnement, qui va générer effectivement une interprétation du quotidien et une interprétation des choses à faire au quotidien qui va être altérée, enfin pathologique. On le voit aussi effectivement de plus en plus dans le syndrome
d'autisme et le syndrome d'Asperger, hein, avec notamment dans le syndrome d'Asperger, donc c'est les autistes de haut niveau qui ont accès effectivement au langage, qui ont souvent d'ailleurs une très forte capacité d'élaboration. On voit effectivement qu'il y a une altération de la conscience de soi et de l'autre. Il y a une nombre, et souvent les troubles Asperger ont vraiment du mal à se représenter que leur comportement n'est pas adapté aux codes sociaux normalement demandés. Donc ils sont un peu dans cette difficulté effectivement à reconnaître qu'ils sont désadaptés par rapport à un certain nombre de comportements qui sont attendus. Et puis dans les addictions, on est en train de se rendre compte de plus en plus que c'est vraiment effectivement un phénomène de méconnaissance du trouble qui génère effectivement le phénomène addictif et le fait qu'on ait du mal à faire modifier les comportements addictifs parce que dans un certain nombre de situations, la personne qui souffre d'un trouble addictif sévère ne reconnaît pas qu'elle est dans cette dimension-là. Et souvent, d'ailleurs, c'est des discours que les addictologues entendent souvent, hein, mais il n'y a pas de souci, je peux m'arrêter, etc. Et c'est pas forcément des discours un peu plaqués, mais c'est parfois, effectivement, tout simplement que la personne ne va pas reconnaître la gravité de la situation. Alors, on le voit aussi dans ce qu'on appelle l'état l'hyperactivité, hein, où du coup il y a aussi une perturbation de la conscience de soi, on ne va pas rentrer dans les détails, et puis dans certains troubles de la personnalité, comme notamment ce qu'on appelle les troubles borderline, donc les personnes voilà, qui ont un défaut relationnel avec une tendance effectivement à avoir un vécu d'abandon très fort, à avoir du mal effectivement à avoir des relations qui ne soient pas des relations exclusives. Bon, voilà, c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Et du coup, dans ces troubles de la personnalité, on se rend compte effectivement que les personnes ne perçoivent pas que ces comportements sont pareils, désadaptés par rapport à ce qui pourrait être attendu et puis ce qui est nécessaire pour pouvoir rentrer en interaction globalement avec toutes les personnes. Alors, du coup, pour en finir un petit peu avec tous les concepts un petit peu théoriques et puis pour en arriver un peu à ce qui serait utile de pouvoir mettre en place. Je voulais juste du coup vous sensibiliser un petit peu à ce modèle en fait qui est assez intéressant. C'est ce qu'on apprend dans les modèles dans les groupes de Pro-Famille. Alors là du coup ça serait trop long et trop compliqué de vous décrire un petit peu tout ça dans les grands détails, mais en fait l'idée c'est de se dire que dans les troubles psychiques, ce qui est problématique, c'est qu'il y a un certain nombre d'aires cérébrales, qui sont des aires cérébrales qui sont utiles dans la gestion qui dysfonctionnent, et qui dysfonctionnent de façon un peu aléatoire, on va dire, c'est-à-dire que des fois ça marche, des fois ça marche pas, et qui des fois sont mal connectées les unes aux autres, et du coup génèrent un certain nombre de symptômes, et notamment les trois grandes aires qui nous intéressent, c'est donc le cortex préfrontal, dont je vous parlais, qui est un peu le chef d'orchestre du mouvement, et qui donc effectivement lui pour le coup quand il ne fonctionne pas, les personnes ont beaucoup de mal à mettre en place des actions, à faire des choses, effectivement à se mobiliser pour leurs soins notamment, ou des choses comme ça. C'est effectivement l'amygdale qui est la zone du cerveau qui gère l'émotion et voilà, la gestion de ces émotions, elle peut être effectivement rendue très compliquée quand vous avez cette zone du cerveau qui ne joue pas son rôle de filtre finalement. Et donc les personnes ont du mal effectivement à gérer leurs émotions, à reconnaître les émotions des autres, à interpréter correctement les émotions dans leur contexte. Donc ça peut effectivement engendrer un certain nombre de difficultés dans le quotidien. Et puis le fameux hippocampe qui lui est plutôt le lieu où se stocke la mémoire et puis la prise en compte du contexte. Et c'est pareil, cette zone quand elle est altérée, du coup la personne ne va pas pouvoir prendre en compte tous les éléments environnants pour pouvoir adapter son comportement à la situation. Et donc quand vous avez toutes ces aires du cerveau qui se mixent et puis qui font effectivement qu'on a vraiment du mal à appréhender de façon objective l'extérieur et soi-même, on comprend effectivement un petit peu mieux que la dimension effectivement de la reconnaissance de la maladie, elle puisse être rendue complexe par les symptômes de la maladie, parce que du coup on est vraiment sur une situation où le cerveau n'arrive pas à intégrer correctement un certain nombre d'informations qui lui seraient utiles pour pouvoir distinguer ce qui est de soi, ce qui est de l'autre, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, et pouvoir effectivement du coup adapter ça à son environnement, à ses croyances, etc. etc.
Donc tous ces filtres-là, que ce soit les filtres culturels, que ce soit les filtres éducatifs, que ce soit les théories dans lesquelles effectivement on est baigné depuis très jeune, et le filtre effectivement des symptômes de la maladie qui vont générer encore plus de difficultés d'interprétation, et vont entraîner effectivement tous ces défauts d'insight. Donc on a vu qu'effectivement il n'existait pas un insight, mais un nombre incalculable de difficultés d'insight, qui peuvent être liées à tout un tas de difficultés diverses et variées, liées à la maladie, liées aux représentations de la personne, liées aux représentations de l'environnement. Donc il va falloir effectivement essayer de réfléchir à comment on peut évaluer tout ça, pour savoir effectivement après sur quel fil on peut tirer pour essayer d'aider la personne à accepter progressivement, petit à petit, un certain nombre de choses qui ne seront pas forcément une acceptation pleine et entière et à 100% du fait d'être malade, mais qui peuvent effectivement permettre à la personne d'adhérer un minimum à un projet de soins qui pourrait lui permettre d'avoir un certain nombre de bénéfices au quotidien. Et du coup, c'est vraiment comment on va axer un petit peu notre prise en charge sur ce qu'on va appeler la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire comment on va déjà aider les personnes à utiliser un petit peu mieux les compétences du cerveau pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe pour elles, et puis comment, par le biais de la psychoéducation, c'est-à-dire par la connaissance et la compréhension de ce qu'elle a comme représentation de la maladie, on va pouvoir apporter un certain nombre d'informations qui vont lui être utiles pour l'aider au changement. Alors, la réhabilitation, je vous fais juste un tout petit point, hein, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place auprès des personnes pour optimiser leur capacité persistante, pour qu'elles puissent avoir effectivement un certain nombre de succès et de satisfaction au quotidien. Donc on voit bien qu'effectivement, notre objectif, c'est pas que la personne accepte qu'elle est malade, c'est plutôt qu'elle aille bien et qu'elle puisse faire un certain nombre de choses qui lui soient bénéfiques au quotidien, qu'elle puisse avoir du plaisir, qu'elle puisse être satisfaite et qu'il puisse avoir un environnement qui soit serein autour d'elle. Alors du coup, voilà, l'idée c'est qu'effectivement on va travailler, quand on travaille sur cet axe-là, sur la réduction des symptômes, tant que faire se peut, sur l'amélioration d'un certain nombre de compétences sociales, sur le soutien aux familles, sur le renforcement du fait que la personne puisse elle aussi décider pour elle-même, et sur la réduction de la stigmatisation, parce que ça c'est vrai qu'on en a parlé un tout petit peu à un moment. C'est quand même un point fort, parce que moi il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un jeune patient qui souffrait de troubles schizophréniques, alors qui pour le coup était vraiment dans un déni important, qui a été hospitalisé plusieurs fois et qui à chaque fois revenait parce qu'il avait arrêté son traitement, qui avait vraiment du mal effectivement à percevoir les symptômes de sa maladie, et qui au bout d'un moment, après maintes hospitalisations, maintes discussions et une alliance qui s'était plutôt bien construite, avait fini par dire « Docteur, je veux bien croire que je suis malade, je veux bien, je peux être d'accord avec vous, je me rends bien compte qu'il y a des trucs qui vont pas, mais alors je suis pas schizophrène, hein, et puis je serai jamais schizophrène, je suis pas violent. » Vous voyez, déjà, une fois qu'on avait compris ça, que lui, dans sa tête, sa représentation de la maladie, c'était que quand on était schizophrène, on était violent, et que forcément, sa façon déni, il était quand même en partie lié au fait qu'il ne se reconnaissait pas dans la description que la société faisait de la pathologie, ça a été beaucoup plus facile, effectivement, pour moi, après d'aller discuter et de remettre un petit peu de sens sur ces symptômes, et peut-être de lâcher cette question du diagnostic, finalement, c'était pas très intéressant qu'il accepte qu'il soit schizophrène ou pas, c'était pas ça le problème. Le problème c'était qu'effectivement, comme il pensait ne pas être schizophrène, il voulait pas prendre un traitement pour la schizophrénie. Par contre, il était bien d'accord que là, ça faisait la 3e hospitalisation, que quand il était chez lui, c'était pas si facile que ça, qu'il était tout seul, voilà. Et du coup, là, on a pu commencer un petit peu à travailler autrement. Et c'est là aussi où, du coup, on en prend tous les jours, hein, en tant que médecin, parce que à un moment, je me suis dit, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu interroger ça un peu en amont, un peu différemment, et c'est finalement lui qui est venu m'amener la solution en disant les choses de cette façon-là. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir vraiment aussi en tête que les personnes qu'on accompagne, elles souffrent aussi de cette mauvaise image de la psychiatrie, et qu'une partie du déni aussi peut être liée à ce que c'est pas possible d'imaginer qu'on ressemble à ce que les médias veulent nous montrer de la maladie. Alors du coup, quel levier on va pouvoir utiliser quand on est en face d'une situation
où il y a le déni, déjà il va falloir qu'on lève un petit peu toutes ces questions sur le fonctionnement neurocognitif de la personne. Alors, je vous ai beaucoup parlé du fait que ça pouvait être compliqué quand on avait du mal à prendre en compte les éléments du contexte, quand on avait du mal à utiliser ses capacités cognitives de mémoire, de concentration, et tout ça c'était des éléments qui pouvaient aggraver ou des fois engendrer le déni. Donc les bilans neuropsychologiques que l'on peut faire dans les services de réhabilitation sont extrêmement utiles parce qu'ils nous permettent effectivement de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce fonctionnement et puis de voir sur quel axe on pourrait aussi travailler à de la remédiation. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce fonctionnement pour que les choses aillent mieux. C'est important d'avoir une prise en charge qui est vraiment individualisée pour pouvoir vraiment évaluer pour la personne quelle est effectivement la construction qui représente la conséquence de cet insight, enfin, quelle est la conséquence pour l'insight, avec la prise en compte des difficultés cognitives. Et puis, la représentation, le travail sur les représentations négatives de la maladie, ça on l'a vu, la déstigmatisation. Et puis aussi, un des axes importants, c'est d'accompagner aussi les familles pour bien comprendre comment leurs proches fonctionnent avec ces difficultés-là, pour aussi pouvoir, au quotidien, être une aide dans ces dimensions-là. Parce qu'on voit bien aussi que le soin, le rendez-vous médical, c'est bien gentil, mais c'est une fois par mois, quand on a de la chance. Des fois, c'est plus long. Donc, c'est pas là que va jouer toute l'adhésion au traitement, etc. Donc, c'est aussi dans la compréhension au quotidien de ces dimensions de l'insight, des points sur lesquels vous pouvez jouer, vous, que ça peut effectivement permettre de faire bouger un petit peu des lignes. Et du coup, ça va nécessiter, l'accompagnement de ces troubles assez sévères de l'insight, d'aborder quand même la problématique comme dans toutes les autres pathologies. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un pessimisme, à se dire, du coup, voilà, il y a un défaut d'insight qui est majeur, on n'arrivera jamais à rien faire. La personne, même si elle est dans un degré d'insight important, elle va quand même avoir besoin d'un certain nombre de connaissances, elle va avoir besoin effectivement qu'on puisse l'aider à observer un certain nombre de ses symptômes. Alors on va le faire effectivement à son rythme, progressivement, avec les éléments qu'on a pu observer initialement, mais du coup il va falloir le faire en prenant en compte ses particularités cognitives et émotionnelles. Est-ce qu'on est chez quelqu'un effectivement qui est extrêmement sensible au stress? Est-ce qu'il a des grosses difficultés cognitives ou pas? La stigmatisation dont elle fait preuve et ce fameux stigma internalisé, qu'est-ce qu'elle a pu aussi intégrer, elle, de ces difficultés, et de prendre en compte aussi quel est le rôle aidant de la famille au milieu de tout ça. Et du coup, on va aider la personne finalement à cheminer vers ce qu'on va appeler un rétablissement. Alors, qu'est-ce que c'est le rétablissement? C'est pas l'atténuation complète des symptômes, c'est vraiment l'idée, effectivement, que la personne puisse avoir une part active dans la gestion de sa maladie. Et on aura deux types de situations. C'est-à-dire quand on souffre effectivement d'un trouble chronique, on va avoir effectivement deux façons de se rétablir. Soit effectivement on va parler de ce qu'on appelle un très bon coping, c'est-à-dire le faire avec la maladie, ce que d'autres pourraient appeler la résilience par exemple. Tout le monde n'est pas capable d'un certain degré de résilience, donc de faire avec la maladie. Alors soit effectivement on est capable de faire avec et du coup on va utiliser un certain nombre de ces difficultés pour modifier sa façon d'appréhender le monde, pour faire autre chose de son quotidien. C'est un petit peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec toute la dimension des pères aidants, par exemple. Donc, du coup, on a beaucoup de personnes qui vont mieux, qui ont traversé tout un parcours de psychiatrie, qui viennent témoigner à quel point ce qui a fait basculer leur rétablissement, c'est qu'à un moment, elles se sont dit « j'arrête de combattre mes symptômes, mais j'utilise un certain nombre de mes difficultés pour faire quelque chose qui me correspond au moment où je suis actuellement ». Et du coup, les personnes expliquent bien qu'à un moment, du coup, ça oblige effectivement à repenser des carrières professionnelles, à repenser effectivement des objectifs. Mais si on voit les choses que sous l'aspect négatif, en disant je renonce à tout ça, ça peut être effectivement extrêmement délétère et puis difficile. Et par contre, les personnes qui ont réussi à se dire du coup j'en fais plutôt une force et puis voilà, par exemple je deviens père aidant, j'accompagne des personnes pour témoigner de mon parcours, ou je me réorganise et finalement j'ai en tête une dame qui présentait des talks extrêmement importants, qui avait une place haut placée dans une direction
qui était attaché de direction, etc., qui du coup a plus pu exercer ce métier parce que trop de pression par rapport au stress, et donc ça générait beaucoup trop de toc, et qui du coup a été reclassé dans l'entreprise à l'accueil, et qui après une phase un peu voilà, de grande déception et puis ouais, d'acceptation difficile, s'est rendu compte que finalement, à ce poste-là, être en relation directe avec le public, être dans l'aide au quotidien, de pouvoir permettre aux personnes qui arrivent stressées de sourire, et ben, elle s'est dit que finalement, c'était quelque chose qui lui convenait, qu'elle se faisait plaisir à accompagner, à aider les autres, beaucoup plus que dans la gestion administrative d'un agenda, de quelque chose comme ça. Et du coup, elle a fait la formation de père aidance. Je veux transmettre effectivement de mon parcours le fait que des fois on peut se retrouver dans une situation où on se rend compte que finalement pour elle la dimension de la relation sociale était bien plus importante que ce qu'elle avait pu imaginer dans son parcours professionnel, et que finalement, voilà, c'est un long cheminement, hein, ça lui a pris plusieurs années, mais finalement elle avait pu faire quelque chose de positif de l'expérience qui lui était arrivée. Donc c'est vraiment cette idée, effectivement, qu'il y a certaines personnes qui sont en capacité d'avoir un rétablissement qu'on va appeler intégratif, et puis il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, on va plutôt être dans une forme d'acceptation qui va ressembler à de l'évitement cognitif ou comportemental, et où il faudra peut-être respecter tout simplement ça, et se dire que ces personnes ont un trouble de l'insight qui est important, et du coup elles ne vont pas d'un seul coup sauter de joie en se disant qu'elles sont malades, mais qu'elles sont peut-être capables, par certains biais, effectivement, de retrouver un certain fonctionnement, parce qu'elles auront juste accepté de gérer un ou deux symptômes, qu'elles auront accepté, effectivement, de réorganiser leur quotidien pour subir moins de stress, et du coup, s'il y a moins de stress, il y a moins de symptômes, s'il y a moins de symptômes, il y a peut-être effectivement un insight un petit peu plus facile à gérer. Donc vous voyez, c'est la cascade sur laquelle on peut un peu s'appuyer. Et puis, du coup, ne pas oublier que, de toute façon, dans ces mécanismes d'adaptation, il y a aussi une part de personnalité, hein. Donc vous avez aussi des personnes qui vont être en capacité de faire avec, puis d'autres qui seront plus en difficulté. Alors, du coup, l'idée, c'est vraiment de ne pas s'interdire d'apporter des informations par rapport à la maladie, par rapport aux symptômes, mais de le faire effectivement en adoptant des comportements particuliers. Parce que l'adoption de comportements complexes, comme prendre le traitement, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Hein. Si je vous interroge, vous, pour savoir qui a déjà pris des antibiotiques aussi longtemps que le médecin vous l'avait prescrit sur l'ordonnance, vous mentiriez si vous me disiez que c'était tous. Voilà, c'est déjà effectivement comprendre qu'il faut prendre un traitement au quotidien, c'est déjà quelque chose effectivement pas forcément évident. Suivre effectivement une psychothérapie, changer les aspects de son style de vie, voilà, c'est quand même effectivement des comportements qui sont difficiles à modifier. Enfin, on demande beaucoup aux personnes. Non seulement elles subissent effectivement les affres de la maladie, et en plus, il faut, pour aller mieux, il faut modifier un certain nombre de ces comportements. Donc c'est des choses qui sont effectivement très complexes, et c'est encore rendu plus compliqué quand on n'a pas la possibilité d'utiliser correctement tous les outils qu'il faudrait pour pouvoir adapter son comportement. Parce que l'adaptation, ça nécessite de pouvoir compter sur sa mémoire, ses capacités de flexibilité mentale, ses capacités de mobilisation. Donc vous voyez que du coup, on rentre dans une dimension où on demande énormément de choses aux personnes qui souffrent de ces troubles et qui ont en fait un déni important. Oui, je vais juste intervenir par rapport à ces psychoéducation des troubles sévères, quand il s'agit quand le défaut d'insight relève de la nosognosie, donc suite à un traumatisme crânien frontal, quand il s'agit de troubles cognitifs, la personne effectivement a beaucoup de mal à juger objectivement là où elle en est, ce dont elle a besoin, etc. Et finalement, cette psychoéducation, elle peut avoir des effets de levier. Tout à fait. Et notamment la psychoéducation en prenant en compte les troubles cognitifs, c'est-à-dire soit en faisant de la remédiation cognitive en amont, c'est-à-dire il existe aujourd'hui des techniques pour aider les personnes à améliorer leur mémoire, leur concentration, leur raisonnement, leur capacité de mobilisation.
ça prend du temps, c'est des techniques qui sont très spécifiques, il faut des formations effectivement spécifiques, mais on sait que quand on arrive à bouger un petit peu les lignes de ce côté-là, et quand on arrive à, du coup, à apporter un certain nombre d'informations aux personnes, qui seront peut-être pas des informations objectives sur la maladie, c'est ça, ça, ça et ça, mais sur ce qui est utile pour elle dans son quotidien, on peut tout à fait lever des phénomènes. Simplement, la question, c'est de se donner les moyens de ne pas baisser les bras en se disant on peut pas le faire, et puis d'accepter que ça va prendre du temps. Souvent, voilà, quand je fais des conférences, que je parle de la psychiatrie, je dis que vous rentrez dans un monde, un espace-temps qui n'est plus le même, hein, parce que voilà, moi, un parcours de réhabilitation, c'est 2, 3, 4, 5 ans parfois. 5 ans de prise en charge pour que les personnes arrivent effectivement à faire bouger un certain nombre de lignes qui permettent effectivement de travailler un peu sur ces dimensions-là. Donc ça nécessite de la patience, ça nécessite de pouvoir ne pas se décourager s'il n'y a pas énormément d'évolution positive immédiatement. Mais il y a des lignes qui bougent. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur le service de réhabilitation, on propose un atelier qui s'appelle le Michael's Game. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour les patients qui ont des biais interprétatifs, qui ont une tendance effectivement à sauter aux conclusions, qui interprètent toujours les situations de façon extrêmement basique, délirante, etc., ou qui les interprètent par rapport à elles. Du coup, ça peut être, voilà, vous entendez quelqu'un qui crie dans la rue, c'est forcément quelqu'un qui me veut du mal, ça me concerne, etc. Donc on travaille effectivement à déconstruire un petit peu ces processus en utilisant des petites scénettes, voilà, où on accompagne un personnage qui s'appelle Michael et qui vit tout un tas de situations diverses et variées, alors certaines très basiques et d'autres très émotionnelles. Et Michael, il a toujours une interprétation très délirante des événements. Puis nous, on essaye de réfléchir à, avec les éléments qu'on a, est-ce qu'on pourrait proposer d'autres hypothèses que celles de Michael? Alors c'est sympa, parce que comme Michael, il est très délirant, du coup c'est toujours de la faute de Michael, et ce qu'ils proposent eux, c'est du coup intéressant. Mais du coup, voilà, on travaille un petit peu sur ce processus d'apprendre à prendre en compte plus d'éléments du contexte, à ne pas se fier qu'à sa première impression. Et on a fait un programme qui a duré à peu près 2-3 mois, et un petit jeune qui a des hallucinations auditives très fortes, qui participait relativement au programme et qui disait pas grand-chose, mais qui écoutait toujours, a fini, quand on a fait la dernière séance, à me dire il était temps que ça s'arrête, parce que je commençais à croire que moi aussi j'étais délirant. Bon là, je me suis dit que j'avais tout raté, parce qu'il aurait fallu faire encore quelques séances supplémentaires. Mais en tout cas, il avait ce processus-là de travailler progressivement à déconstruire un petit peu tout ça. Ça avait commencé à jeter un peu un doute chez lui. Alors, du coup, il n'a pas voulu continuer, mais il a accepté de faire un programme de psychoéducation, ce qui était plutôt intéressant. Donc, voilà, quand on travaille effectivement sur ces processus d'acceptation, on apprend aussi à avoir un parcours qui n'est pas forcément le parcours qu'on aurait aimé. Donc, on commence par quelque chose, et puis ça nous amène ailleurs. C'est pas forcément ce qu'il faudrait faire dans le bon ordre, dans nos protocoles de soins de façon très adaptée, mais tant pis, ça permet effectivement qu'on aborde les questions un petit peu comme ça progressivement. Et du coup, les personnes cheminent, mais elles cheminent extrêmement progressivement à un rythme qui leur est propre, et parfois ça peut prendre plusieurs années. Mais tant qu'on est dans cette dynamique où on essaye de leur donner un certain nombre d'éléments objectifs sans forcément être dans la confrontation, et qu'on essaye effectivement de les accompagner à se faire elles-mêmes une nouvelle représentation de leurs symptômes, et bien du coup, en général, on arrive à faire bouger un certain nombre de lignes. Alors, voilà, comme vous le disiez très bien, hein, plus le défaut d'insight il est lié effectivement à cette anosognosie, plus il est majoré par un certain nombre de troubles cognitifs, et plus c'est long à mettre en place, et plus on arrivera peut-être à faire bouger quelques lignes, mais pas forcément toutes les lignes, mais on arrive quand même toujours à générer en tout cas un minimum d'adhésion, et où ça peut être aussi des choses qui parfois peuvent paraître un peu absurdes, mais qui sont utiles aussi. Par exemple, j'ai en tête une autre situation, alors c'est une de mes collègues qui l'accompagne, mais un jeune homme qui est extrêmement fortement ancré dans son délit, persuadé qu'il n'a pas besoin de traitement, qui veut absolument arrêter le traitement. Alors à chaque fois qu'il a arrêté le traitement, ça s'est très mal passé, notamment sur un mode un peu agressif avec sa mère. Et du coup, ma collègue, alors on a essayé tout un tas de protocoles, etc. On l'a inscrit dans plein de groupes. Il n'y a pas grand-chose qui a fait, et du coup, on est parti avec lui sur un plan de crise conjoint.
C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a travaillé avec lui à se dire, ok, bah, vous voulez arrêter le traitement, de toute façon, on ne va pas pouvoir vous en empêcher, sauf qu'on décide ensemble, en bonne alliance, quand est-ce que vous le faites. À ce moment-là, on déclenche effectivement un suivi un peu plus régulier, vous en êtes d'accord, et vous décidez, vous, quels sont les symptômes qui peuvent vous alerter sur le fait que ça ne va pas. On les note, et vous décidez de qui peut vous interpeller pour vous dire que ces symptômes-là sont réapparus. Et du coup, la personne, effectivement, a déjà, ne serait-ce que de faire tomber la pression en discutant de ça, ça a permis qu'elle décale son projet d'arrêter le traitement. Et du coup, on est déjà, effectivement, sur une forme d'éducation thérapeutique qui est qu'à un moment, bah, ok, si ça se passe mal, du coup, il a été décidé que comme ça se passait souvent mal avec la famille, bah, c'est quelqu'un d'extérieur à la famille qui sera la personne de confiance, et que si effectivement la personne de confiance interpelle notre patient en disant bah là, tu vois, moi j'observe ça, et c'est ce qui est écrit sur ta feuille qui nécessitera effectivement qu'il y ait une reprise de traitement, bah, dans ce cas-là, du coup, on contractualise qu'effectivement c'est fait. Et en général, c'est vrai que ça marche plutôt bien, parce qu'on n'est plus du tout dans une confrontation où il faut pas arrêter le traitement et puis on est dans de la menace derrière de malheureusement il y a un risque de réhospitalisation qui est véridique, mais du coup on a contractualisé quelque chose avec les capacités de la personne à reconnaître un certain nombre de signes qui seraient effectivement problématiques pour lui. Alors on n'a peut-être pas appelé symptômes sur la feuille, mais en tout cas il a été déjà protocolisé avec lui qu'il pourrait se passer quelque chose si jamais les choses allaient mal. Et on a pu garder une certaine alliance avec cette personne qui avait souvent été dans des ruptures de soins et des ruptures de suivi, parce qu'effectivement elle était confrontée en face à quelqu'un qui lui disait mais non, vous ne pouvez pas arrêter le traitement, et que cette réponse-là elle n'était pas acceptable dans son schéma de pensée à elle, dans sa représentation à elle de la maladie, et que finalement d'avoir décalé la situation et puis d'avoir abordé le problème différemment, parce que de toute façon c'était impossible d'aborder le problème de façon frontale, on a au moins la possibilité qu'il se passe autre chose. Et c'est peut-être qu'une première étape. Parce qu'on peut imaginer que si les choses se passent malheureusement mal, ben, il y aura peut-être quelque chose de la confiance qui se sera remis en place. Voilà. Avec toutes les actions qui peuvent aider les personnes aussi à gérer leur stress, et notamment là, ça peut être très utile. On est d'accord. Alors, bah, du coup, voilà, pour résumer un petit peu, donc on disait qu'il fallait se débarrasser un petit peu des idéologies et des dogmes un petit peu, voilà, sur lesquels on peut être arc-bouté, sur le fait qu'il y a nécessité d'un traitement, etc. Et que ça permet effectivement, du coup, de se rebaser sur des pratiques simples qui sont, bah, voilà, le bilan neurocognitif, la remédiation cognitive, le travail de psychoéducation, les psychothérapies qui peuvent bien évidemment être aidantes. Alors, je vois que l'heure tourne, on va peut-être essayer un petit peu d'avancer sur ces questions-là. Du coup, pour ouvrir un petit peu et pour finir la discussion, parce que vous vouliez qu'on finisse vers 8h. Voilà. Je voulais du coup, voilà, je passe un petit peu sur tout un tas de choses qu'on a déjà vues qui étaient résumées. L'idée c'était de vous donner peut-être aussi un petit peu quelques idées de certaines techniques qu'on utilise justement pour venir un petit peu interroger les personnes dans leur motivation au changement. Et c'est des techniques qui sont issues des entretiens motivationnels qu'on utilise beaucoup en addictologie. Puis on a vu que finalement l'addictologie c'était un modèle qui n'était pas si inintéressant que ça dans la gestion de l'insight, parce que c'est vraiment un modèle dans lequel les personnes peuvent avoir du mal à reconnaître les conséquences de leur fonctionnement. Et du coup, quand on va s'intéresser effectivement à des personnes qui sont dans un déni, pour lesquelles on a besoin effectivement de trouver un petit peu des petits points sur lesquels on peut bouger, et ben du coup on va s'appuyer un petit peu sur les objectifs des entretiens motivationnels, pas forcément de les pratiquer tel qu'on peut le faire dans un cadre thérapeutique, mais d'avoir un petit peu en tête qu'il faut toujours, quand une personne n'est pas d'accord avec vous, essayer de travailler à la prise en compte de la problématique et pas forcément de la maladie. C'est-à-dire peut-être plus explorer qu'est-ce qui pose problème au quotidien. Alors certes, effectivement, bien sûr, c'est les symptômes de la maladie, ce que vous pouvez observer, mais qu'est-ce qui pose problème à la personne? Qu'est-ce qui effectivement pourrait rendre ambivalent pour elle le fait de faire quelque chose
de différent. C'est essayer de trouver quels sont les obstacles sur lesquels on pourrait buter, et puis aider la personne un petit peu à cheminer vers le changement sur un ou plusieurs points que vous avez pu évaluer ensemble. Et du coup, on se base quand même sur un principe simple, qui est que quand vous voulez faire évoluer une personne sur une certaine dimension que vous ne reconnaissez pas, vous, comme étant objective, vous allez être en situation de devoir conseiller une personne dans son changement. Et une personne, n'importe quelle personne, n'écoute pas un conseil d'une personne en qui elle n'a pas confiance. Et souvent, on n'écoute pas des conseils qu'on n'a pas sollicités. Donc, quand on se retrouve face à une personne qui est dans le déni de sa maladie, et qu'on veut absolument lui faire comprendre un certain chose, qu'on va lui donner des conseils, qu'on est identifié comme quelqu'un qui n'a rien compris à la problématique et qui en plus effectivement se permet de donner des conseils, on a toutes les chances possibles qu'en face, il n'y ait pas de répondant. Donc quand on est effectivement coincé dans ces problématiques d'insight, il va falloir travailler sur ce qu'on va appeler l'empathie, c'est-à-dire comment on peut se mettre à la place de l'autre, donc à la place de votre proche malade, et comment on peut essayer d'obtenir un maximum d'informations pour avoir une représentation un peu plus claire de sa représentation à elle, de la maladie. C'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'est-ce qui fait que la personne est dans cette dimension-là, quels sont ses freins, quelles sont ses préoccupations, quels sont effectivement ses stress, qu'est-ce qui fait qu'effectivement elle est dans cette situation-là, et que vous ayez, vous, une représentation justement de cet état d'esprit pour pouvoir vous dire mais elle réagit de telle ou telle façon parce qu'elle pense ça, parce qu'elle a ces impressions-là, parce que... Et du coup, c'est vous qui allez pouvoir, si vous avez cette vision un petit peu plus claire, savoir sur quel levier vous allez pouvoir aider la personne, parce que vous aurez mieux compris quels sont ses obstacles, finalement. Alors c'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais c'est déjà ne serait-ce que de se mettre effectivement dans la peau de l'autre. L'empathie, c'est vraiment ça, c'est comprendre les difficultés que va exprimer l'autre, c'est pas avoir simplement une sympathie ou s'identifier à l'autre, c'est vraiment effectivement se mettre dans le raisonnement de la personne en face. Donc ça veut dire avoir exploré suffisamment tous les éléments dont on a parlé pour après savoir effectivement comment on peut aider la personne. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que quand on veut changer, il y a plusieurs stades. Il y a notamment effectivement ce qu'on appelle la roue du changement, c'est-à-dire il y a des difficultés, les personnes qui sont dans un stade où elles n'ont pas du tout envie de changer. Donc là, c'est peut-être pas le bon moment. Il y a le stade qu'on appelle la contemplation qui est la personne, j'ai peut-être un problème. Les stades de la préparation, je vais faire quelque chose mais plutôt demain. Vous sentez qu'effectivement il y a peut-être une envie de bouger mais c'est difficile de mettre en œuvre. Il y a des personnes, parfois après arrivent à un moment où elles ont pris la décision de faire évoluer un certain nombre de choses, puis après il y a comment on maintient ce qu'on a pu faire évoluer, et puis après il y a comment on fait quand il y a des rechutes, parce que malheureusement il y a souvent des rechutes. Et en fonction effectivement de ce que vous avez compris de la personne, de ce que vous avez pu évaluer comme étant ses difficultés sur un plan émotionnel, sur un plan fonctionnel, sur ses représentations de la maladie, et puis si vous avez réussi à percevoir dans quel état elle est sur le fait de vouloir ou pas changer, vous allez du coup pouvoir appliquer un certain nombre de stratégies que vous allez pouvoir mettre en œuvre, et du coup c'est un petit peu comme ça qu'on procède dans les théories sur l'addiction. C'est effectivement quand vous avez la personne qui est là à dire je n'ai pas du tout envie de changer, et ben c'est là où du coup peut-être simplement pouvoir discuter sur qu'est-ce que la personne vit au quotidien, quels sont ses ressentis. Vous voyez, être plutôt dans un discours où vous n'apportez pas des informations extérieures, mais vous essayez juste de comprendre dans quelle situation émotionnelle la personne est, ça peut permettre déjà d'apaiser un petit peu des tensions. Si du coup, effectivement, quand la personne est vraiment dans un déni de la maladie, si vous arrivez en disant enfin, tu vois bien que tu es malade, vous voyez bien que ça ne marche pas. Par contre, si vous interpellez en disant tiens, aujourd'hui tu as l'air un petit peu plus triste, qu'est-ce que tu ressens, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais t'aider, enfin, c'est pas la même position effectivement que d'explorer le ressenti d'une personne et puis que d'essayer de faire un lien un peu hypothétique entre la maladie et puis ce qu'elle exprime. Donc ça permet de gagner un petit peu en alliance
Et puis au fur et à mesure, voilà, si la personne est un petit peu en réflexion sur est-ce qu'il faudrait prendre un traitement ou pas, par exemple, il y a des moments où vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle la balance décisionnelle, c'est-à-dire voilà, quels sont les avantages et les inconvénients à faire telle ou telle chose, à prendre le traitement ou à ne pas le prendre, et puis essayer effectivement de comprendre du coup encore plus, de façon plus aiguë, qu'est-ce qui bloque. Et puis des fois, quand on réfléchit un peu aux deux points, ça aide aussi les personnes à se rendre compte d'un certain nombre de phénomènes un peu particuliers qui leur sont propres. Et puis du coup, en fonction, voilà, après, on a vu aussi que quand les personnes peuvent être en difficulté pour mettre en œuvre l'action, c'est là effectivement où un accompagnement peut être nécessaire quand il y a des problématiques cognitives de ce côté-là. Et puis après, sur toutes les phases d'action, voilà, vous avez effectivement comment on décompose aussi les actions. Je pense que s'il y a un message qui est important à garder, c'est qu'on ne passe pas de « je suis dans le déni de la maladie » à « j'accepte la maladie ». Il y a peut-être des étapes sur lesquelles il faut s'entendre, et ça peut être tout simplement accepter un certain nombre de symptômes, accepter effectivement qu'il y ait des phases de fluctuation, accepter que des moments on ait besoin d'un traitement. Voilà, faut pas non plus vouloir trop viser haut, il faut plutôt effectivement réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être accessible pour la personne, qu'est-ce qui pourrait ne pas lui demander le moins d'efforts possible et qui soit le plus accompagné de bénéfices finalement. Et du coup, jamais, voilà, on garde un petit peu en tête un certain nombre de grands principes quand on se lance un petit peu dans le travail autour du déni, c'est voilà, être toujours effectivement à l'écoute des personnes, ne pas effectivement essayer d'imposer un peu son point de vue, essayer de comprendre la pensée de la personne, ne pas donner de conseils tant que la personne ne l'a pas sollicité. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est extrêmement important. Et puis on dit aussi, essayez de partager un petit peu avec les personnes vos propres expériences, essayez d'apaiser les tensions en se disant que voilà, nous on a notre modèle explicatif, peut-être que le nôtre n'est pas forcément le plus adapté non plus, tout le monde peut se tromper, essayer d'être diplomate par rapport à ça, et d'essayer d'être dans cette fameuse négociation dont je parlais initialement, c'est-à-dire comment on peut se retrouver sur... je modifie un peu, moi, mon modèle explicatif pour accepter un certain nombre de choses de la part de la personne, et en même temps, je négocie qu'elle aussi, du coup, fasse un effort de son côté. Et vraiment, on arrive petit à petit à gagner un certain nombre de confiance, et puis du coup, à garder un dialogue avec les personnes qui sont dans le déni. Et ça permet effectivement d'analyser le point de vue de l'autre, de le confronter au nôtre, et puis de s'accorder sur quels petits points on peut faire évoluer. Et puis, du coup, je finirai cet exposé en disant qu'il peut y avoir aussi des obstacles. Le déni, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. On a vu, c'est vraiment très impliqué avec les symptômes, les troubles cognitifs, le vécu de la personne, les ressentis, les explications culturelles. Mais c'est aussi toute la vision pessimiste qu'on peut avoir, nous, alors, en tant que professionnels et aussi en tant que famille, sur le fait qu'effectivement, quand on a des personnes qui sont très fortement dans le déni, on a tendance à avoir, et c'est naturel, un certain renoncement à l'idée qu'on peut faire évoluer les choses. Et quand on est dans cette position de renoncement, le risque, effectivement, c'est de délivrer un message très négatif sur l'évolution de la maladie et pas forcément encourager la personne à vouloir évoluer. Donc c'est aussi effectivement tout un travail que l'on fait, nous, en tant que professionnels, à lutter contre ses propres préjugés et contre notre expérience. C'est vrai que quand on a travaillé extrêmement longtemps dans des unités d'hospitalisation, on est parfois effectivement confronté à des situations très dures, et quand on a du mal des fois à réimaginer que les choses puissent aller mieux. Donc c'est important effectivement de garder un certain espoir. On oublie vite que les choses sont possibles, et puis de travailler en partenariat étroit et en essayant effectivement d'aider la personne en maillant un petit peu les accompagnements pour que tout le monde aille dans le même sens. Et puis, voilà, du côté de la personne, c'est comment on l'aide effectivement à se réapproprier son existence, à se reconnaître dans une vie différente mais satisfaisante, et pas forcément être dans un dépassement de soi. Ça, c'est un témoignage que j'avais entendu qui m'avait beaucoup touchée sur une conférence de Messidor, qui était un ESAT, où voilà, les personnes effectivement évoquaient leur parcours. À Messidor, on leur avait demandé de témoigner sur leur parcours, et un des usagers avait dit « mais voilà, il faut arrêter de nous demander de nous dépasser, moi je voulais simplement être bien,
voilà, j'ai fait ce parcours, je ne suis pas forcément allée vers le travail à la fin, mais en tout cas, je me sens mieux et j'ai pas envie qu'on me demande de me dépasser et puis de finalement continuer à travailler. Donc c'était vraiment, moi je trouvais ça très touchant parce que c'est aussi l'idée que ce que vous allez demander dans la gestion du déni, dans les modifications de l'appréhension de soi, ça va être quelque chose d'extrêmement long, douloureux, qui va nécessiter beaucoup d'énergie. Il faut peut-être aussi, nous en tant que professionnels, qu'on sache aussi à quel moment on s'arrête et à quel moment on accepte aussi que finalement, c'est peut-être jusque-là qu'on peut aller, mais il ne faut pas pousser non plus trop loin, parce que sinon on épuise aussi les personnes. Donc du coup, pour conclure, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour prendre en compte cet insight, et notamment il faut vraiment nous, sur un plan professionnel, qu'on se dynamise sur de la formation, sur pratiquer des exercices, avoir des prises en charge à proposer qui soient plus variées, c'est-à-dire que les personnes puissent avoir accès à la fois à des soins de thérapie comportementale, de thérapie familiale, de thérapie de rétablissement, etc., qu'on puisse effectivement, de remédiation cognitive, qu'on puisse justement être suffisamment formé en nombre pour pouvoir proposer la bonne action au bon moment pour la bonne personne. Et puis qu'on soit un peu plus proactif sur les questions de stigmatisation. Parce que ça, je pense qu'on est encore pas très bon dans cette dimension-là, de travailler à ce qu'il y ait une meilleure image de la psychiatrie dans les médias. Et puis du côté des familles, en tout cas, que vous puissiez, vous, être mieux formés justement sur toutes ces techniques de psychoéducation, mieux formés sur ce qui existe autour de vos proches pour les accompagner, et essayer effectivement d'encourager ce que fait beaucoup l'UNAFAM, le travail de partenariat entre la psychiatrie et puis les proches. Du coup, je vous laisserai le diaporama. Donc voilà, en conclusion, s'il faut retenir un certain nombre de choses, c'est qu'on travaille plus facilement à améliorer le degré d'insight quand on connaît bien la maladie, quand on a bien compris effectivement quels étaient tous les symptômes, toutes les conséquences sur un plan fonctionnel cognitif, qu'on connaît bien l'histoire de vie de la personne, donc on a une idée un peu précise de toutes les représentations culturelles, familiales, environnementales qu'elle peut se faire de ces symptômes. Quand on met en place un travail très individualisé d'accompagnement pour chaque personne, qu'on travaille en partenariat avec la famille, qu'on travaille sur la déstigmatisation, je pense que c'est vraiment un point sur lequel on ne prend pas suffisamment en compte dans cette notion d'insight et sur l'impact que ça peut avoir effectivement sur l'acceptation de la maladie, qu'on essaye d'être inventif, d'être patient, qu'on lutte contre ses propres préjugés et qu'on utilise des outils de motivation qui sont toujours intéressants. Voilà, je vous remercie de votre... Merci beaucoup, bravo. Pour les questions.